Bonjour tout le monde, merci d'être là. On va juste patienter quelques minutes, un peu 5 minutes. La personne qui doit intervenir est allée à une mauvaise adresse et elle arrive dans 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'on vous fait patienter un petit peu. Et on n'a pas de glace en attendant. C'est incroyable, c'est ça. On va commencer par le budget participatif. Oui, mais attends, je sais pas. Oui. C'est une bonne idée. Oui, mais si on fait le budget participatif, on se débarrasse. Bonjour, c'est comme tu veux. Comme tu veux. Bonsoir. Je sais pas, après Jean-Yves va arriver aussi, alors je sais pas. C'est vous là, Pierre? Non, c'est pas moi là. Vous êtes sûrement quelque part. Julie de Julie, votre prénom. Allez, viens, on commence. On va commencer un petit peu en attendant l'arrivée des derniers retardataires. Donc l'ordre du jour d'aujourd'hui était un point sur les containers de vêtements de la société Ecotextile, un point sur la propreté, le dispositif qui a été mis en place par la ville de Paris qui s'appelle la rue sans mégots. C'est ça. Ensuite on passera au programme de piétonisation de la rue du Commerce une fois par mois. Et normalement on devait finir par le budget participatif, mais on va commencer par le budget participatif comme ça. On va gagner un petit peu de temps. Donc le budget participatif 2019, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été déposés, 5% du budget d'investissement, 426 millions d'euros, et donc le 15e a encore été une nouvelle fois leader dans le nombre de projets déposés. Il y a eu 189 projets qui ont été déposés, qui sont en cours d'étude, pour savoir leur faisabilité et combien ça va coûter, enfin bon, les études techniques. Il va y avoir une réunion qui se tiendra demain matin en mairie pour voir les projets qui sont vraiment réalisables et les projets qui vont être sélectionnés pour le vote des habitants en septembre. Dans le cadre du budget participatif, le conseil de quartier a déposé 3 projets. Aujourd'hui, 2 ont été retenus. Sont toujours en cours. Le 3e projet a été refusé. Les 2 projets qui ont été choisis, qui sont encore en cours, c'est une végétalisation de la façade du collège Claude Debussy. J'ai un trou sur le 2e. Je ne sais plus. Et le 3e projet qui a été retoqué en fait est un passage piéton en 3D, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre parisien. Les rues ont déjà été identifiées et donc la rue du Commerce n'en fait pas partie. Il y avait une statue aussi dans la rue, dans le square. Ah, c'est la statue, voilà, oui. Merci. Merci. Et donc le 3e projet, qui est toujours en cours, est un remplacement d'une statue qui se trouvait dans le square Violet, qui a été fondue par les Allemands en 1942, qui était en hommage aux pompiers. Et avec le conseil de quartier, on a trouvé qu'avec les éléments qui sont passés cette année, donc la boulangerie qui a explosé, et après la catastrophe de Notre-Dame, c'était quand même une bonne idée de remplacer cette statue en hommage aux pompiers pour en mettre ou une nouvelle ou une copie. Voilà. Donc les projets seront sélectionnés demain et mis au vote en septembre. Il y a un certain nombre de projets qui ont déjà été réalisés dans le quartier. Donc vous les avez ici en 2014, cultivés dans les écoles, des kiosques pour faire la fête. En 2015, murs végétalisés et jardinières rue du Commerce, c'est à l'initiative d'associations du conseil de quartier. C'est chlorophylle en folie. Oui, c'est chlorophylle en folie, tout à fait. Des équipements innovants pour nos écoles, des fontaines à boire dans tout Paris. Vous en avez qui ont été installées. J'en vois une en particulier au coin de l'avenue Émile Zola et de la rue du Commerce.
Végétalisation des murs et des toits du 15e en 2016. Alors en 2016, il y a un autre projet de végétalisation des trottoirs qui, depuis 2016, est en cours de réalisation. Le problème est qu'il n'y a toujours pas le premier coup de pioche qui a été posé. Enfin, mais voilà. Donc depuis 2016, nous attendons. Et en 2018, un des projets sélectionnés est Promenons aux seniors. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui. Oui, à la fin, la dernière. Voilà, tiens, la diapositive d'avant, c'est une des réalisations qui a été faite donc, à l'initiative de Chlorophylle en Folie, qui est la végétalisation d'un mur rue du Commerce. Actuellement, c'est tout en feuilles vertes. Hein. C'est pas Le mur se trouve devant la caisse d'épargne. Excusez-moi, c'est juste devant la caisse d'épargne. Et actuellement, c'est vraiment très très vert. C'est vrai que l'hiver, c'est plus triste. Mais dès le printemps, c'est déjà très feuillu. Donc voilà, et vous avez le calendrier et les contacts pour le budget participatif. Donc à partir du 6 septembre, les projets qui auront été sélectionnés seront soumis au vote des habitants du 15e. Donc j'incite tout le monde à voter abondamment. Pardon ? Il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a plusieurs possibilités pour... Pardon, excusez-moi. Comment sera-t-on informé des dates et des sujets sur lesquels voter ? Alors, d'abord, vous pouvez aller sur le site du budget participatif. Les dates, c'est du 6 au 22 septembre. C'est annoncé comme tous les ans. Et la procédure pour voter, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez voter par Internet sur le site du budget participatif. Et il existera dans le 15e des points de vote. Donc je pense à la mairie, il va y avoir un triporteur électrique. Valérie Giovannucci va s'en occuper d'ailleurs. Pas exclusivement, mais elle va y participer abondamment avec ses petits mollets. Donc voilà. Merci. Oui, de toute façon, vous serez informé sur tous les projets pour lesquels vous pourrez voter. Effectivement, il y a un triporteur qui fera tout le 15e. Et souvent, il est devant le square du commerce. Mais à ce moment-là, on vous informera. Soit par postalement, soit par Internet, soit... Pardon ? Oui, les panneaux de la ville de Paris affichent aussi. Il y a aussi une urne à la mairie du 15e. Et il y a plusieurs points dans le 15e où on met des urnes où vous pouvez voter si vous ne voulez pas le faire par Internet. Donc voilà, pas de questions. Écoutez, notre interlocuteur suivant vient d'arriver. Donc... qui va nous parler des containers à vêtements. Madame Audrey Hott. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis responsable du service de propreté et de collecte des déchets de l'arrondissement. Donc, j'ai vu que ce soir, à l'ordre du jour, vous souhaitiez parler propreté, conteneurs textiles, et puis la rue San Mégo, la rue du commerce. Donc, pour rappeler rapidement, donc, le service, il s'occupe évidemment de tout ce qui est entretien de l'espace public, la collecte des déchets sur l'arrondissement, tout type de déchets. Là, je n'ai pas trop insisté là-dessus dans la présentation, uniquement sur la partie textile, mais évidemment, si vous avez des questions après, je pourrais y répondre. Et puis, il y a toute une partie sensibilisation, information des usagers sur les thématiques de propreté et de collecte. Donc ça, c'est les grandes missions du service. Donc, le service, c'est 285 éboueurs qui travaillent entre 5h30 et 20h tous les jours de l'année, à l'exception du 1er mai, et qui réalisent toutes les tâches de nettoiement, donc le balayage, le lavage, la collecte des objets encombrants, l'accueil en déchetterie. Vous savez qu'il y a une déchetterie au quai d'ici sur le 15e. Il y a aussi 45 personnels encadrants pour s'occuper justement de l'encadrement des éboueurs. Et puis du personnel administratif et technique pour le suivi du dossier administratif des agents et également pour le suivi des prestations qui sont confiées à des entreprises privées, puisqu'il y a certaines tâches qui sont confiées à des entreprises privées, notamment sur la collecte, mais aussi quelques tâches de nettoiement.
Donc, les 285 éboueurs, ils sont répartis sur différents sites de l'arrondissement. Il y a 7 ateliers qu'on appelle les ateliers territoriaux. Ce sont là que les éboueurs qui effectuent les tâches de lavage, balayage et collecte des objets encombrants sont affectés. 2 ateliers dits engins. Ce sont des ateliers où on trouve les petits engins de nettoiement de trottoir, donc les petites aspiratrices, les petites laveuses et les engins dédiés à la collecte des objets encombrants. Et 2 ateliers d'après-midi où on a à la fois des balayeurs et des chauffeurs et dont la mission principale est le déblaiement de marché, mais ils effectuent aussi toutes les autres tâches de nettoiement. Une déchetterie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis une mini-déchetterie, le point tri qui est sur le boulevard Pasteur. Donc là, vous ne pouvez pas amener tous les gros objets encombrants. Les gravats, ils seront refusés. Mais en revanche, tout ce qui est petit encombrant, déchets dangereux, les radios, les piles, etc., ça, vous pouvez les amener sur le boulevard Pasteur. Donc sur la collecte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc on assure la collecte des bacs jaunes, les papiers et emballages. Cette année, juste pour vous rappeler que les consignes de tri, elles ont été simplifiées depuis le 1er janvier. Vous pouvez désormais mettre tous vos plastiques dans le bac jaune, ce qui n'était pas le cas auparavant. La collecte du verre, la collecte des déchets ménagers assimilés résiduels, ça c'est les déchets qui sont produits par les entreprises, les commerces, qui font l'objet de contrats avec la ville de Paris. La collecte des objets encombrants, ça je vous en parlerai quand même un petit peu parce que c'est un vrai sujet sur l'arrondissement. Les déchets compostables. Alors sachez que vous pouvez nous faire des demandes pour obtenir des composteurs, des lombricomposteurs, soit collectifs pour les composteurs, pour vos immeubles, ou même les lombricomposteurs individuels. La collecte des textiles, linge de maison et chaussures, ça je vais vous en parler puisque c'était un sujet qui était demandé pour ce soir. Et puis la collecte des déchets toxiques, alors celle-là elle se fait soit en déchetterie, soit dans la mini-déchetterie Boulevard Pasteur. Et puis vous avez aussi les tri mobiles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des remorques qui se tiennent une fois par mois sur 8 emplacements de l'arrondissement et où vous pouvez amener vos petits encombrants et vos déchets toxiques en l'occurrence. C'est à peu près les mêmes déchets qui sont acceptés qu'à la déchetterie qui est Boulevard Pasteur. Donc sur les objets encombrants, il faut savoir que le 15e arrondissement est l'arrondissement où on produit le plus de déchets encombrants et de loin sur Paris. En 2018, on a collecté plus de 112 000 adresses, pas rendez-vous. Et sur ces 112 000 adresses, il y avait 73% qui étaient des rendez-vous pris par les Parisiens. Et donc le reste, ce sont des dépôts sauvages qui n'ont pas été déclarés et que nos équipes ramassent en se baladant sur le terrain et voient les objets. Il faut savoir que ce service de collecte des objets encombrants, il est gratuit pour les particuliers. Vous pouvez prendre rendez-vous tous les jours du lundi au samedi, que ce soit le matin ou l'après-midi. On a même des rendez-vous maintenant le dimanche matin. En nous appelant, alors soit au 3975, soit directement au standard du service local de propreté. Vous avez le numéro qui s'affiche. Ou alors sur paris.fr. Et tout ça, tous les jours sur l'arrondissement, il y a 9 à 11 véhicules pour la collecte de ces objets qui circulent sur l'arrondissement. Donc entre 5h30 et 20h, vous avez des véhicules qui assurent la collecte des objets encombrants. Et ces objets encombrants, ils sont emmenés par nos équipes à la déchetterie du quai d'Issy-les-Moulineaux. Sur les textiles, alors il faut savoir que c'est une collecte qui est réalisée par un opérateur éco-textile, donc il s'excuse, il ne pouvait pas être là ce soir. Je vais essayer de vous faire une présentation complète, ils m'ont transmis les éléments. Donc sur le 15e, il y a 36 conteneurs textiles et ça représente 538 tonnes collectées en 2018. Sur votre conseil de quartier, plus spécifiquement, donc on a 2 conteneurs textiles, un au 100 bis rue de Lourmel et un au 5 place Violet. Les tonnages 2018, donc 19 tonnes et 21 tonnes pour chacun des conteneurs. Il faut savoir que c'est des tonnages assez élevés par rapport à certains autres conteneurs qu'il y a sur l'arrondissement. Et donc, Ecotextile réalise une collecte 1 à 2 fois par jour, ou voire une... Alors, si. Alors, bon, je ne suis pas Ecotextile, mais je vous garantis. La première collecte qu'ils réalisent dans la journée, ils la font très très tôt, aux alentours de 4-5 heures du matin. Et ensuite, ils réalisent une deuxième collecte en après-midi. Ça, c'est sur la période dite haute, donc de juin à septembre, mi-juin à mi-septembre, qui va commencer là prochainement. Sur la période basse et très basse, donc si je me souviens bien, décembre, février, là, ils réalisent la collecte tous les 2 jours. Mais c'est le maximum. Mais quand on voit les tonnages, c'est pas étonnant que les conteneurs débordent, parce que c'est énorme, 19 à 21 tonnes collectées là, sur les 2 conteneurs de l'arrondissement.
Et c'est pour ça que vous avez des conteneurs débordants. C'est aussi parce que ces conteneurs, ils font l'objet de fouilles, je vais vous en parler après, de ce qui est mis en place pour lutter contre le vandalisme, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, dès qu'il y a des nouvelles solutions qui sont mises en place, on a vite fait de les contourner. Donc, les dispositifs pour améliorer la sécurité des conteneurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, ils ont évolué, les conteneurs textiles, ces dernières années. Au départ, ce n'était pas du tout ce modèle-là. Donc là, on voit qu'ils ont réduit la trappe pour mettre les textiles. Donc ça peut poser des problèmes si vous avez des gros sacs, vous ne pouvez pas forcément les mettre dedans, ou alors ils restent coincés si vous forcez un peu. Donc ce qui explique aussi pourquoi des fois on a l'impression que le conteneur est plein alors qu'il n'est pas plein, en fait il est juste bloqué. Du coup, ce qui peut arriver, c'est aussi si la personne n'arrive pas à mettre son sac à l'intérieur du conteneur, il le dépose à côté. C'est pour ça que vous avez des dépôts. Mais ça a été mis en place tout simplement parce qu'avec l'ancien modèle de conteneur, vous aviez des enfants qui étaient introduits par la trappe et il y a eu des accidents même mortels. Donc c'est pour ça qu'ils ont réduit la trappe et aujourd'hui on ne peut plus du tout rentrer à l'intérieur. En revanche, donc l'ouverture du conteneur se fait par une trappe. Aujourd'hui, il faut savoir que la clé utilisée par Ecotextile, c'est une clé, alors pas classique, c'est une clé sécurisée, mais toujours est-il que ces clés-là, elles sont reproductibles et elles sont reproduites visiblement puisque les conteneurs, ils sont toujours vandalisés. Donc, ce qu'ils vont mettre en place, qu'ils ont déjà commencé à mettre en place sur certains départements et qui vont le déployer là sur tout Paris dans les prochains mois, c'est une clé électronique qu'ils peuvent paramétrer à distance. A priori, ça donne des bons résultats là où ils l'ont mis en place. Donc, on va voir et j'espère que ça fonctionnera. Vous dire aussi sur cette collecte des textiles que le tri, il est manuel et il est effectué en France. Et que les textiles collectés, alors il y a plusieurs issues pour ces textiles. Soit ils sont revendus en boutique tels quels, pour être réutilisés tels quels, soit ils sont valorisés. Alors vous avez, ils peuvent être transformés en chiffon d'essuyage industriel, ou recyclés par effilochage. Et puis il y a quand même une partie qui ne peut pas être valorisée et qui est envoyée à l'incinération. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tous les textiles qui peuvent être récupérés par Ecotextile, c'est quelque chose qui est détourné des ordures ménagères. Et donc, c'est un coût en moins pour la collectivité, parce que vous savez que la collecte des ordures ménagères, elle a un coût pour la mairie de Paris et donc pour le contribuable. Tout ce qui est détourné de la benne, c'est un coût en moins pour la collectivité et pour les contribuables. Et puis, elle crée aussi des emplois locaux, cette collecte des textiles. Sur le nettoiement. Donc, je vous disais tout à l'heure, les tâches qui sont réalisées par nos équipes, elles sont variées. Il y a le balayage classique manuel, le lavage, l'entretien des pieds d'arbres, le désherbage et la tonte, le déblaiement des marchés alimentaires, le retrait des affiches et des graffitis. Donc, de façon générale, sur l'arrondissement, le balayage manuel et mécanique des trottoirs et caniveaux, il est fait de 3 à 7 fois par semaine. Ça dépend des rues, ça dépend de la fréquentation des endroits. Depuis quelques années, le matériel est en train d'être renouvelé, que ce soit les petits engins dont je vous parlais tout à l'heure, les aspiratrices et les laveuses. On a eu tout notre parc qui a été renouvelé là, sur les 2 dernières années. Sachez aussi qu'actuellement, on a 6 laveuses de trottoir pour tout l'arrondissement et d'ici quelques mois, on en aura une 7e. Donc ça va nous permettre de renforcer nos prestations de lavage. Et puis, il y a du petit matériel électrique qui a été acheté depuis 2 ans aussi. Et on se voit doté de plus en plus de ces matériels-là. Donc, 5 aspirateurs de trottoir. L'aspirateur de trottoir, c'est la photo la plus à gauche, ce que vous voyez. Et puis, 2 micro-aspiratrices de trottoir, sachant qu'on va en avoir 2 nouvelles encore en plus, là, prochainement. C'est la photo tout en haut. Et ça ressemble, en fait, à ce que vous pouvez voir dans les grandes surfaces. Et puis, un aspire-feuille, donc qui sert en période de feuilles en automne. Alors on l'a reçu en fin de période automnale l'année dernière, qu'on n'a pas trop pu s'en servir encore, mais cette année on va pouvoir faire du travail intéressant avec ce matériel-là. Et puis ce que je vous ai pas dit sur le lavage, c'est qu'on a des prestations particulières en plus là avec une entreprise privée, en plus de ce que nous on peut faire, qui sont des prestations de lavage à l'eau chaude haute pression et qui nous permettent de traiter les souillures type fiente, graisse, urine.
Alors, le retrait des affiches et des graffitis. Pour les affiches, c'est un service également de la ville qui s'en charge. C'est pas directement le service local du 15e, mais c'est un service qui intervient sur tout Paris. Donc, en 2018, il y a eu quand même plus de 10 000 adresses qui ont été traitées sur l'arrondissement. Sur les graffitis, là, c'est une entreprise privée qui s'en charge. Sachant que nous, on leur transmet les signalements. Et puis, vous aussi, si certains utilisent l'application dans Ma Rue, sachez que quand vous faites un signalement, c'est directement transmis à notre prestataire. Et donc, en 2018, il y a eu 2009 interventions sur l'arrondissement, donc plus de 6500 m² de surface dégraffités. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire un petit peu. Vous pouvez donc nous transmettre vos signalements via l'application dans Ma Rue. Donc, dès que nous, on reçoit un de vos signalements, comment ça se passe ? On a un encadrant qui se rend sur place, qui va voir ce qu'il en est, parce que parfois, le temps qu'on ait le signalement, en fait, ça a déjà été traité. Si besoin, on envoie des moyens sur place, donc les moyens qui sont adaptés pour un balayage, un lavage, etc. Et ensuite, on se doit de vous répondre dans un délai de 8 jours. Alors, peut-être que certains n'ont pas forcément eu de réponse parce que malheureusement, nous ne sommes pas infaillibles, mais normalement, on se doit de vous répondre sous 8 jours. Alors, il y a plusieurs types de réponses. Il y a une réponse où on va vous dire que ça y est, c'est traité. Une réponse où c'est possible qu'on vous dise en fait, on a bien pris en compte votre signalement, mais néanmoins, ça nécessite une programmation parce que c'est une intervention particulière et donc on va le faire. Et puis, il peut y avoir aussi des signalements qui ne relèvent pas de notre compétence, qui arrivent par erreur en fait dans notre service. Et dans ce cas-là, on va vous expliquer que on a bien reçu votre signalement, on l'a transmis au service concerné et c'est eux qui vont s'en occuper par la suite. Pour les signalements, depuis le mois de janvier, il y a une nouvelle équipe qui a été créée en après-midi, l'équipe d'urgence, qui a donc vocation à intervenir sur les signalements qu'on reçoit via l'application dans Ma Rue, les signalements que nous transmet aussi la mairie d'arrondissement. Et dans ce cadre-là, on a reçu des moyens supplémentaires. Il y a 6 postes d'éboueurs qui ont été créés en plus pour la division du 15e arrondissement. Et puis, on s'est vu doter d'un petit véhicule type collecte des objets encombrants, qui est équipé d'un jet haute pression, donc qui nous permet aussi de traiter les souillures type fiente. Voilà, et donc cette équipe, elle fonctionne tous les jours de 12h30 à 20h. Sur la sensibilisation, donc on fait des actions de sensibilisation toute l'année. Sachez qu'il y a une personne au sein du service qui est dédiée à la sensibilisation, et peut-être que certains ont déjà eu affaire à elle, c'est Madame Taibi. Donc elle... Oui, tout à fait. Quelqu'un de formidable. Aujourd'hui même, si certains d'entre vous sont passés sur le parvis de la mairie du 15e, elle a organisé un éco-rallye à destination des scolaires, donc pour sensibiliser les enfants à tous les gestes éco-citoyens. Alors, c'était plus large que juste la propreté et la collecte, mais voilà, c'était un des événements qu'elle organise. Donc, en 2018, on a sensibilisé près de 7500 personnes, dont 4700 élèves. C'est vrai que la plus grosse partie des sensibilisations se fait auprès des scolaires. Ça peut être sur le tri, sur la propreté. Tous les ans, il y a un troc jouet qui est organisé pour éviter que les jouets non utilisés finissent à la poubelle. Donc le principe, c'est vous pouvez amener vos jouets qui ne servent plus. On vous donne un petit bon pour dire que vous avez déposé un jouet. Et à l'issue des dépôts, vous pouvez venir chercher un autre jouet dans tout ce qui a été déposé. Et ça a quand même permis en 2018 d'éviter que 850 kg de jouets soient mis à la poubelle. Ensuite, on intervient aussi sur les événements qui peuvent être organisés par la mairie du 15e, le forum des associations, la fête des familles, le forum des nouveaux arrivants, et puis les fêtes de conseil de quartier. D'ailleurs, je pense que Madame Taibi sera présente lors de votre fête de conseil de quartier. Il y a des formations qui sont faites auprès des gardiens d'immeubles, des animations en pied d'immeuble, etc., etc. Et puis on fait aussi des sensibilisations particulières sur la problématique des déjections canines avec des éducateurs canins. Donc sur la rue sans mégot, alors le principe de la rue sans mégot, dans chaque arrondissement de Paris ou presque, il y a eu une rue sans mégot qui a été déterminée en lien avec la mairie du 15e. Donc ici, c'est sur votre conseil de quartier, puisque c'est la rue du commerce. L'objectif de cette rue sans mégot, c'est de modifier les pratiques. Parce que malheureusement, le réflexe de jeter son mégot par terre, ça reste un réflexe. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à penser à éteindre leur mégot et à le mettre dans une corbeille ou dans un cendrier.
Sachant que si vous jetez votre mégot sur voie publique, vous pouvez être verbalisé à hauteur de 68 €. Donc l'idée, dans la rue du Commerce, on a installé 2 cendriers sondage pour encourager les gens justement à jeter leurs mégots dans ces cendriers-là. Et puis il y a eu une journée de sensibilisation qui a été organisée le 18 mai dernier, donc avec une distribution de cendriers de poche et puis une opération de ramassage des mégots. Et on a ramassé 3000 mégots ce jour-là. Donc là, vous avez 2 petites photos. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Oui. Enfin, un petit mot quand même sur la verbalisation, parce que quand la sensibilisation a échoué, on en vient à la verbalisation. Alors c'est pas directement mon service qui s'occupe de la verbalisation, c'est une autre direction, la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, mais on travaille énormément ensemble, puisque nous, quand on a des problématiques particulières, qu'on remarque que dans une rue est très souillée avec des déjections canines, ou qu'il y a des bacs qui ne sont pas rentrés, qui restent constamment sur la voie publique, etc., on fait appel à nos collègues de la DPSP. Et puis réciproquement, quand eux, ils constatent des problèmes de propreté, ils nous appellent pour qu'on puisse intervenir. Donc en 2018, il y a eu plus de 7000 PV qui ont été établis, soit plus de 18% par rapport à ce qui avait été fait en 2017. Il faut savoir qu'en 2016, il y a une grosse réforme des services verbalisateurs de la ville qui ont été tous absorbés par la direction de la prévention et de la sécurité et de la protection pour plus d'efficacité. C'est pour ça que depuis 2016, en fait, il y a eu une explosion du nombre de PV. Auparavant, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a de plus en plus. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des principales problématiques de l'arrondissement, c'était les dépôts sauvages, et ça se voit sur les verbalisations, puisqu'il y a quand même 44% de ces PV établis en 2018 qui étaient pour des dépôts sur la voie publique. Et ensuite, c'est les jets de mégots, et puis après, vous voyez, présentation irrégulière des déchets à la collecte, les chantiers qui sont mal tenus, les épanchements d'urine, les déjections canines. Je vous remercie, et puis je vais prendre vos questions. Oui. Il faut prendre le micro. Ça, vous n'êtes pas enregistré. Pour les mégots, pourquoi ne pouvons-nous pas adopter, comme au Japon, ou à Tokyo, j'y suis allé plusieurs fois, et là-bas, on distribue aux gens qui fument dans la rue des petites pochettes inifugées. Là. Ah ouais, voilà. Ah bah voilà. Voilà, c'était à la rue sans mégots, et voilà ce qu'on distribuait. Voilà, c'est très bien. Voilà. Au Japon, on mange par terre. Hein. Je vous assure, dans les gares partout, c'est d'une propreté exemplaire. Et oui, tout à fait. Les cendriers de poche, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont distribués, et il y en a eu spécifiquement là pour la journée sans mégots. Juste une petite question pratique. Pour les containers de vêtements, est-ce que les gens pourraient être avertis quand vous les déplacez? Parce que près de chez moi, il y en a un qui a été déplacé. Alors on m'a dit, t'es conseillère de quartier, tu sais où il est passé? J'ai dit non. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a moyen de savoir ou de téléphoner. Nous, ce qu'on fait quand on déplace un conteneur, déjà en général, quand on déplace un conteneur, c'est qu'on a eu une plainte pour ce conteneur, et pas qu'une, en général plusieurs, ou que nous-mêmes on constate qu'il y a un souci. Nous, on prend contact avec la mairie d'arrondissement, et notamment Monsieur Pinet, qui est responsable qui est l'élu en charge de la propreté et de la sécurité. Alors après, je sais pas, peut-être que. Et les conteneurs à verre aussi. C'est lequel qui a été déplacé? Il y en a un qui était près de la maison médicale Jeanne Garnier qui a été déplacé, mais il est revenu entre-temps. Et il y a un conteneur à verre qui, lui, a disparu de la circulation. Alors attention, sur les conteneurs à verre, vous savez, ça, je suis sûre que vous le savez, il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers temps. Et donc, la préfecture de police avait réquisitionné nos services, en tout cas notre prestataire, pour retirer tous les conteneurs à verre sur le parcours des manifestations ou à proximité. Donc, on a eu quelques manifestations sur le 15e, les conteneurs avaient été retirés, et on a seulement eu l'autorisation, là, il y a 15 jours, de reposer les colonnes à verre. Sauf que comme il y en a énormément qui ont été retirés sur Paris, notre prestataire, il a un peu de mal à remettre tout en place, mais c'est en cours. Donc normalement, elle va réapparaître, votre colonne à verre. Parce que je pense qu'elle a disparu depuis quand ? Je ne peux pas vous dire, parce que moi, je ne m'en étais pas aperçue. C'est des personnes qui m'en ont parlé. C'est la bonne époque, c'est ça. Oui, donc normalement, elle va réapparaître. Oui, moi je voudrais continuer sur les containers à vêtements. Il y en a 2 donc sur le quartier, un qui se trouve place Violet, qui est constamment plein. Les vêtements sont toujours étalés autour.
je reçois des coups de fil plusieurs fois par semaine d'habitantes du quartier qui viennent se plaindre de ces containers qui débordent, elles ont déjà appelé Écotextile plusieurs fois pour leur demander de passer plus souvent. Quand on voit qu'il y a des containers qui sont, on va dire, très efficaces, où il y a beaucoup de vêtements, est-ce qu'on ne peut pas augmenter le rythme de passage? C'est vraiment très désagréable de se retrouver avec une place vraiment très, très, très sale, quoi. Et la deuxième chose, effectivement, les nouveaux containers sont relativement bien, sauf que la société Écotextile, qui était venue nous faire une présentation il y a déjà quelques temps, dans sa présentation, nous a montré comment déverrouiller le container. Donc, Ouais, alors je sais pas quand est-ce qu'ils étaient venus, mais le système a changé depuis. Et aujourd'hui, comme je vous expliquais, même si on sait où se trouve le système pour ouvrir, si vous n'avez pas la clé électronique qui est paramétrée correctement, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Enfin, en ce moment, vous pouvez l'ouvrir si vous avez une clé et que vous avez réussi à obtenir un double de clé. Mais d'ici, je ne sais pas sous quel délai, mais je pense sous quelques mois, ils vont mettre en place cette clé électronique. Alors comme tout système, à mon avis, ce ne sera pas infaillible, mais ça devrait être mieux. Sur les fréquences, je vais leur demander si c'est parce que je ne sais pas. Je sais qu'ils nous ont expliqué qu'ils faisaient jusqu'à 2 fois par jour et c'est difficile à croire. Je veux bien, même moi, hein, j'ai été étonnée par ça. Mais je vais poser la question. Je ne sais pas. Bien. J'ai 2 questions à vous poser. La première, pour les déchets de peinture, comment se débarrasser des anciens pots de peinture? Et la deuxième, vous avez parlé d'aspirateurs de feuilles. Or, par exemple, place du commerce, ce sont des soufflettes à feuilles. Alors, ça a 2 inconvénients. C'est que ça fait des tas de feuilles le long des grilles. Et en ce moment, vu le nombre de rats, donc les rats nichent dedans. Ça, c'est un inconvénient. Donc, ça serait bien d'aspirer ces feuilles au lieu de les souffler et de les entasser. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça fait une poussière du diable qui monte au moins sur 5 étages. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des aspirateurs à feuilles et non pas les souffler? Alors, sur la question des déchets de peinture, vous pouvez soit les amener en déchetterie, soit les amener sur les trimobiles. Donc là, j'ai pas en tête l'emplacement du trimobile pour votre quartier le plus proche. Je ne sais pas lequel. Pasteur ? C'est le plus proche ? Donc Pasteur, c'est le plus proche. Merci. Ok, donc voilà, soit en déchetterie au quai d'ici les Moulineaux, soit sur un des trimobiles ou à Pasteur. Les souffleurs. En fait, le souffleur, c'est pas normal s'ils vous font des tas et qu'après les tas sont pas ramassés, parce que normalement, quand on souffle les feuilles, l'idée. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Soit on a une aspiratrice et on souffle les feuilles vers l'aspiratrice qui, elle, aspire ensuite les feuilles, mais il faut pas que les tailles soient trop gros, il faut pas que ce soit humide. Mais après, c'est le boulot des agents de bien mettre les feuilles correctement pour qu'elles soient aspirées. Si on souffle les feuilles juste pour faire des tas, ça n'a pas d'intérêt, à moins qu'ils les ramassent au balai, parce que ce jour-là, ils n'avaient pas d'aspiratrice. Mais en tout cas, l'aspire-feuille, il est complémentaire du souffleur ou du balayeur. Parce que l'aspire-feuille, donc vous avez vu... Non, c'était après. Donc, vous voyez, il y a un tuyau qui est assez long. Mais il faut quand même que les feuilles elles soient ramenées à proximité du tuyau pour qu'il puisse aspirer. Là, on est sur... il me semble qu'on est sur la rue de la Croix-Nivert et les trottoirs sont très larges. Donc, de toute façon, même avec l'aspire-feuille, il ne pourrait pas atteindre le bout du trottoir où il y a des feuilles. Donc, le souffleur est nécessaire. Après, on a 2 types de souffleurs. On a le souffleur thermique, je pense que c'est celui dont vous me parlez. S'il fait beaucoup de bruit, c'est ça. On a aussi des souffleurs électriques de plus en plus et qui limitent les nuisances. Mais ça limite... La poussière, malheureusement, ça fera toujours de la poussière. C'est des 2 côtés. Les micros, s'il vous plaît. Excusez-moi. Les jardiniers du square soufflent vers l'extérieur et les gens qui entretiennent le trottoir soufflent vers l'intérieur. Donc on a double peine jusqu'au 5e étage. Pratiquement tous les jours pendant la saison, il y a les feuilles. Les riverains encore ce matin, j'ai pas vu. Je ne me prononcerai pas. C'est sur la place juste là, c'est ça? Ça fait au moins 2 ans que les feuilles mortes ne sont pas ramassées, ne sont pas évacuées. Moi, j'habite là depuis 47 ans et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence ces dernières années. Ces feuilles restent là et s'accumulent. Et maintenant, on a des rats qui grouillent, même dans la journée,
qui nichent là-dedans et qui se baladent dans le square, qui se baladent dans le bac à sable, pas partout. Ça, on en reparlera certainement sur un autre sujet, mais les feuilles ont un lien direct et ce procédé paraît formidable. Si on pouvait en bénéficier, voilà. Alors, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que cette année, on a dû l'utiliser peut-être 2-3 fois parce qu'on l'a eu très tardivement sur la période de feuilles. C'est une bonne idée. Mais en revanche, cette année, là, quand on va être en période de feuilles, on va l'utiliser au maximum. Et alors, sur le dysfonctionnement que vous me signalez, ben, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Normalement, ce qui est soufflé dans les espaces verts doit être ramassé par les collègues des espaces verts. Et puisque nous, on souffle, on n'est pas censé le renvoyer dans le parc parce qu'effectivement, sinon, on n'en finit jamais. Donc, je vais revoir ça. Mais je vous crois, hein, ça me... Oui, ce qui veut dire en fait que vous renvoyez la balle entre services, quoi. Pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'on est en train... Enfin, chacun fait pas son boulot. Voilà. D'après... Enfin, a priori, de ce qu'on me décrit, j'en sais rien, je l'ai pas constaté, mais je veux bien croire que c'est vrai. Non, ce que je dis, c'est que là, oui, a priori, chacun se renvoie le boulot, mais c'est pas ce qu'on est censé faire. Je valide pas ces pratiques. Et je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Et moi, j'ai une autre question. Vous avez dit que vous avez reçu du matériel en dotation, mais est-ce que vous avez le personnel suffisant pour vous servir du matériel ? Alors, depuis 3 ans maintenant, on a une vingtaine de postes qui ont été créés sur l'arrondissement. Donc on arrive à sortir le matériel que l'on a. Après, je laisserai Monsieur Pinet éventuellement compléter pour une réponse politique, mais moi j'ai un devoir de réserve. Donc. Voilà. Alors, je vais reprendre la parole. D'abord, excusez-moi de mon retard. Là, j'arrive de Pontoise et il m'a fallu quasiment 2 heures pour arriver de Pontoise. Voilà. Donc, je vais reprendre effectivement la suite de Madame Hoth pour dire très clairement que le 15e n'a ni les effectifs suffisants, ni même, malgré effectivement les quelques matériels qu'on a pu avoir, le matériel suffisant pour nettoyer 805 hectares, 300 km de trottoirs, quelques dizaines de milliers, enfin je ne sais plus en pieds d'arbres ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Donc effectivement, à force de combat, Philippe Gougeon a obtenu un petit peu d'effectifs supplémentaires. Une année, on a été très bien servi par rapport au nombre qui sont sortis de la fameuse école de la propreté. Mais en toute honnêteté, voilà, faut être clair, il n'y a pas assez d'agents. Et en plus, quand quelques-uns sont démotivés, c'est vrai que les autres font double boulot, etc. Donc ça, je le crie haut et fort, il n'y a pas assez d'agents sur le 15e. Après, on a fait des propositions lorsqu'on a été auditionné à la mission d'évaluation de la propreté. Moi, je veux bien qu'on ne me donne pas plus d'agents, on en a parlé avec Philippe Gougeon, on est d'accord là-dessus. Ok, on n'a pas plus d'agents, pas plus de matériel, mais on nous donne les clés de la maison de propreté. Parce que la plus grande difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons... Alors, même si Madame Hoth et moi, je ne sais pas combien de fois on s'appelle par jour entre différentes réunions, etc., on travaille très bien la main dans la main. Et comme je dis souvent, quand je les appelle, je déshabille Paul pour habiller Jacques parce qu'on m'a signalé un dysfonctionnement là, qu'il y a un dépôt là et que, effectivement, on fait du rafistolage. Mais on n'a pas les moyens de réorganiser la division de propreté du 15e comme on le souhaiterait avec le nombre de personnels qui nous sont affectés. En clair, il nous manque pour être bien, hein, il nous manque entre 70 à 80 agents. Voilà, quand même. Oui, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Voilà, là ça tourne. Voilà pour la réponse. Je voulais revenir, s'il vous plaît, sur la collecte textile. Vous avez expliqué tout à l'heure que les vêtements sont revendus, c'est ça ? En fait, j'ai toujours pensé en partie. Ouais. Je pensais que c'était des dons à des associations. Il n'y a pas de dons à des associations. Du tout. Non. Si vous voulez donner à une association, il faut le faire directement. Il faut savoir que l'activité de recyclage, c'est une activité qui coûte de l'argent à Écotextile. Donc en fait, pour être viable, ils ont besoin d'avoir des ressources et la ressource, ils la tirent sur les ventes qu'ils font. Mais si vous souhaitez faire des dons à des associations, c'est possible. Hein. On n'est pas obligé de passer par les conteneurs textiles. J'avais une question par rapport au parc matériel que vous avez. C'était en fait de savoir si, parce que je sais que la plupart des machines sont des gaz naturels ou des choses comme ça. Je voudrais savoir si, notamment dans le futur, pas maintenant, mais peut-être plus tard, si vous pouvez, par exemple, mettre un peu plus de moyens pour faire des... Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont électriques, mais j'ai l'impression que c'est que les petites laveuses de trottoir, en fait. Il n'y a pas beaucoup, notamment des gros camions comme les laveuses ou les...
Voilà. Alors, il y a deux types d'engins. Nous, dans le service, on n'a que les petits engins de trottoir, mais on a aussi des gros engins qui circulent sur la chaussée, qui servent à nettoyer les trottoirs aussi, ou les caniveaux pour les aspiratrices, qui nous sont fournis par un autre service qui appartient qui dépend de la direction de la propreté, mais que je ne gère pas directement. Mais néanmoins, tous ces matériels-là, ils sont achetés par notre direction. Donc, effectivement, il y a une partie du parc qui est électrique, notamment, là, on a eu des laveuses qui sont électriques. Tous les petits matériels là que je vous ai présentés, c'est électrique. On a eu des aspiratrices électriques, des petites aspiratrices électriques. Sur les gros engins de chaussée, il me semble pouvoir dire sans trop me tromper que pour l'instant il n'y a pas d'engin à motorisation électrique. Mais le problème, c'est pas la volonté de la ville de Paris. Bon, déjà ça a été de supprimer le diesel, donc on n'a plus d'engins diesel, excepté encore quelques-uns sur la collecte des objets encombrants, mais ils sont en cours de remplacement et d'ici la fin de l'année normalement on n'en aura plus. Sur l'électrique, la difficulté à laquelle on s'est confronté sur les laveuses pendant très longtemps, c'est qu'il n'y avait pas d'offre en électrique. Donc là, maintenant, on a un modèle et un constructeur qui nous font de l'électrique. Sur les aspiratrices, toujours pareil, on cherche. Il y a des modèles électriques, mais ils ne sont pas forcément performants pour le moment. Donc on n'achète pas des véhicules qui vont durer, en moyenne, c'est 7 ans, un véhicule pour la propreté. Et c'est des sommes qui sont assez importantes. Et donc, on n'engage pas des sommes sur des véhicules qui ne donnent pas satisfaction. Donc, aujourd'hui, on a encore beaucoup de motorisation essence, on a du gaz et on a de l'électrique. Mais je vais rajouter quelque chose, parce qu'on parle de l'électrique, Alors, deux problèmes à l'électrique. Déjà, effectivement, l'offre de matériel, même si elle est de plus en plus importante quand on va au Salon des maires, on voit de plus en plus, ou quand on va à Polytech. Mais, par exemple, il y a le temps de charge, il y a les moyens. Je vais donner un exemple très simple, même, et là, c'est pas de l'électrique, quand on a remplacé la propreté du 15e, parce que la ville de Paris a dit, je ne reviens pas sur le bénéfice ou pas, on supprime les véhicules diesel de récupération des encombrants, ces véhicules prenaient 1200 kg de charge. On a récupéré des véhicules un pour un, ce qui est aussi une problématique qu'on a sur l'arrondissement. Un pour un, on a récupéré des véhicules à 750 kg de charge. Je perds quasiment 400 kg en un rien de temps. Et puis un jour, en visitant les garages qui sont sous le périphérique, discutant avec les vieux mécanos, donc je voyais pas mal d'équipements électriques, et ils me disaient « Ouais, mais on a un problème. Moi, le diesel, je sais faire, l'essence, je sais faire, mais un véhicule électrique, c'est plus un véhicule thermique. Il n'y a personne qui sort des écoles de ça. C'est-à-dire qu'on est en train de dire « Faites de l'électrique, faites de l'électrique, faites de l'électrique », mais on va se retrouver demain avec des mécanos en moins. Parce que c'est tout un autre système. Donc c'est toute une filière qu'il faut changer. Et puis, il y a le temps de charge, il y a les batteries, il y a tout un tas de choses. Donc il y a un mouvement. Est-ce que c'est le gaz naturel? Est-ce que demain, ça va être l'hydrogène? Est-ce que c'est autre chose? Ça va se faire, c'est maintenant. Mais actuellement, alors juste une information, par exemple pour la collecte d'ordures ménagères, sachez que l'arrondissement est équipé de 2 bennes électriques. Mais effectivement, on ne peut pas équiper toutes les bennes en électricité, parce qu'en plus, ce sont des bennes qui sont plus grosses, parce que le moteur, ce qui sert de réceptacle pour les batteries, pour alimenter effectivement ce type de benne, c'est plus gros, et donc ça passe pas partout. C'est-à-dire que dans certaines petites rues, là, aux alentours, on est encore sur du thermique. Voilà. Mais voilà. Alors, je voudrais aussi quand même vous dire une chose, c'est que ça, Madame Hoth n'est pas encore, mais vous voyez cet engin là, le premier, là, le glouton là. Pendant 10 ans, j'ai demandé à ce qu'on avait, il était partout, il était en banlieue, il était dans d'autres villes, etc. Puis à Paris, on me disait, non, on n'est pas, non, c'est pas performant, etc. Machin chose. C'est-à-dire que la ville a mis 10 ans avant, enfin, de récupérer. Voilà. Il y a aussi un archaïsme, je le dis clairement, et j'assume ce que je dis. Il y a aussi un archaïsme dans certains services par rapport à un changement ou de matériel, de méthode de travail, etc. Voilà. Aujourd'hui, ce glouton-là, ça s'appelle un glouton, donne pleine satisfaction. Ça ne peut pas aller partout. Il faut des endroits plans. Mais dans certaines rues, comme la rue du Commerce derrière, c'est très efficace. Sur le parvis de Montparnasse, c'est très efficace. Donc, voilà. Il y en a plusieurs, on s'est battu avec le fameux budget d'investissement qu'on a, et donc on a plusieurs gloutons, voilà, et à la rigueur, si un jour des gens veulent tester le glouton, je pense que ça doit pouvoir s'organiser. Et on en aura de plus en plus. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Bonjour, donc je représente l'association Chlorophylle en Folie. J'ai pas mal de questions, mais... parce que j'ai notamment assisté à la réunion qu'il y avait dans la mairie du 4e concernant l'application dans ma rue.
parce que j'ai été convié en étant un des plus gros participateurs aux remontées. En fait, concernant les rejets des drogues type cigarette, vous dites c'est la DPSP qui s'en charge. Déjà, est-ce que c'est Paris ou c'est le 15e? Pour la verbalisation, vous dites? Oui. Alors, la DPSP, elle est comme ma direction à moi, hein, on dépend de la mairie de Paris. On n'est pas rattaché à la mairie d'arrondissement. On travaille avec la mairie d'arrondissement, c'est normal, hein, on travaille énormément ensemble, mais notre hiérarchie, c'est la mairie de Paris, c'est pas la mairie d'arrondissement. Donc la DPSP, c'est la même chose. La DPSP, ils sont organisés un petit peu comme eux, sauf que la section qui s'occupe du 15e, elle s'occupe aussi du 7e. Et donc, c'est la section locale de la DPSP qui verbalise les jets de mégots. Donc, les 2100 verbalisations, c'est... je ne sais plus combien c'était. 7100, voilà. Merci. 7100, ça fait donc un peu moins de 20 par jour si je ne suis pas trop mauvais en maths. Il y a combien de personnes qui s'en occupent? Parce que 20 par jour, ça me paraît pas énorme. Je ne saurais pas vous dire. Si je fais le tour du quartier, je vous en fais 100 par jour, il n'y a pas de problème. Alors attention, parce que bon, l'objectif de la DPSP, l'idée, c'est pas non plus de verbaliser pour verbaliser, et pas non plus verbaliser que les infractions au règlement sanitaire qui sont, entre guillemets, faciles à verbaliser. J'ai pas compris l'objectif du coup. Là. Alors, quand je dis facile à verbaliser, c'est-à-dire que oui, c'est facile, on se met à un coin de rue et on fait que du mégot, par exemple. Et on va faire du chiffre. Alors là, on va faire beaucoup de chiffres. Oui, c'est ce que vous avez... Mais sauf que l'objectif, c'est pas que de faire du mégot, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la priorité du 15e, c'est quand même... Enfin, la plus grosse difficulté du 15e, c'est les dépôts. Donc nous, on préfère qu'ils nous fassent des verbalisations sur les dépôts plutôt que sur les mégots, parce que ça nous aide davantage et ça contribue davantage à la propreté que les mégots. Mais c'est important d'en faire aussi les mégots, parce qu'il faut que les pratiques, elles changent. Pour verbaliser un dépôt d'objets encombrants, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut prendre les personnes sur le fait. Et en général, les dépôts, ils se font plus tôt quand il n'y a personne. La nuit, bon, après, etc. ils y arrivent quand même, parce que vous voyez les chiffres, c'est quand même c'est le plus gros nombre de PV qui a été mis en 2018. Oui, mais c'est plus compliqué. Ça fait quand même encore 20 par jour, comme je vous disais, et vous m'avez pas dit combien de personnes vous aviez. J'en sais rien, mais peut-être Monsieur Pinet doit le savoir. Moi, je vais vous répondre, parce qu'en plus, si vous voulez, j'ai des réunions assez régulières, assez mensuelles, sur les objectifs que la mairie du 15e souhaite fixer aux effectifs de la DPSP. Parce qu'effectivement, le jet de mégot, alors on pourrait mettre tout le monde sur le jet de mégot. Et de toute façon, même si je mettais les 10 agents, parce que c'est à peu près 10 agents qui tournent, parce qu'il y en a qui sont sur des missions de sécurisation. Alors, notez pas 10, parce que ça peut être 20, ça peut être 30, ça dépend du renfort, ça dépend de ce que je demande. Il y a plusieurs équipes qui tournent. Vous avez des équipes en uniforme, il y a des équipes en civil, ça va dépendre des choses. Et donc effectivement, l'ultra priorité sur cet arrondissement, c'est le dépôt sauvage. Le dépôt sauvage, je veux qu'il puisse être identifié, qu'on puisse remonter, qu'on puisse faire quelque chose. C'est 27%, hein, donc si j'ai bien noté. Hein. 27% Parce que Madame tout à l'heure expliquait que 73% des choses dépôts collectées par les dépôts étaient déclarés. Donc ça veut dire que les 27% restants oui, mais sont sauvages. Ça veut rien dire, moi. 27%, je vous sors 27%, c'est très bien. Prenez le tonnage. C'est énorme. Et en ce moment, si vous voulez, en ce moment, aux périodes de travaux et de déménagement, on n'est plus à 27%. 27%, c'est une moyenne. Mais là, on fait le tour. Hein. On fait le tour, il y en a partout. Il y en a beaucoup qui sont passionnés. Juste à côté de chez moi tous les jours, il y a les ouvriers polonais qui jouent par terre. Donc c'est ça qui pour moi doit être une priorité. Il faut savoir qu'on a été jusqu'à des verbalisations à 1 500 € sur des prises en flagrant délit de véhicules qui sortaient carrément les sacs et gravats et qui les laissaient dans l'arrondissement. Alors ici on a quelques spots très très récurrents. Vous passez par la rue des Entrepreneurs là dans le petit renfoncement là, hein, juste après le Suzuki là dans le renfoncement, c'est régulier. On a déjà eu des verbalisations, des flagrants délits. Cité Turé aussi, c'est quasi quotidien et il y a des panneaux, les mecs se mettent les trucs. Je suis d'accord avec vous.
Après, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que d'abord, ce sont des volumes qui sont très très importants. Il faut savoir que quand on a des sacs de gravats, pour éviter de casser les hommes, on fait venir des véhicules avec des grappins parce qu'il y a des fois, vous en avez 15, 20, donc ça fait du poids. Donc c'était vraiment la priorité. L'histoire des mégots, quand c'est arrivé, effectivement, moi j'ai dit aux équipes, bon, ok, très bien, je veux bien les mégots, mais je pense que de toute façon, les mégots, c'est pas parce qu'on va verbaliser. Même, je vais vous verbaliser 2000 mégots dans la journée. Le lendemain, il y en aura autant par terre. Il y a une question d'habitude. Je suis un ancien fumeur, j'ai arrêté de fumer il y a 25 ans quand j'étais môme, et ben je balançais mes mégots par terre. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Peut-être que, déjà, je crois qu'il vaudrait mieux arrêter de dire à tout le monde d'arrêter de fumer plutôt que de continuer à fumer. Il y a aussi une discussion qui doit se faire avec les cafetiers. Oui, parce que je vois qu'ils sont en flagrant délit de... Ils respectent pas la loi. Hein, vous voyez, quand vous dirigez vers le champ de Mars, vous faites passer une équipe, vous pouvez tous les verbaliser. Par contre, leur amende, c'est 75 €. Après, alors, ils préfèrent avoir une terrasse de 400 personnes qui fument et payer 75 € par jour. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Moi, voilà, l'idée, c'est ça. Après, j'ai des points où on se plaint beaucoup des épanchements d'urine, on se plaint beaucoup, effectivement, d'autres nuisances. Il faut savoir qu'on a actuellement, depuis 3 ans, 4 ans, une nouvelle habitude. Les gens ne mettent plus les sacs poubelles dans les conteneurs. Ils les sortent et ils les mettent à même la rue. Alors des fois, ils nous les mettent à côté de la corbeille de rue, ça va encore. Eh bien, il y a une chose qui se fait dans le 15e et qui n'a rien à voir avec la DPSP, mais j'ai besoin de la DPSP pour ça. Ils fouillent les sacs, ils me cherchent des identités. Et une fois qu'ils ont les identités, alors en fonction du dépôt, on peut ou pas verbaliser, mais si on ne peut pas verbaliser, à ce moment-là, ils me prennent des photos. Et moi, j'envoie un courrier. Et on a des retours. On arrive à faire cesser les choses comme ça. Donc, je peux vous assurer que les équipes de la DPSP, quand on a des coins qui sont signalés, aujourd'hui, je leur ai fait 3 signalements. Ça a été une action immédiate. Donc j'ai une équipe d'urgence en fait qui tourne de 3 équipages, mais il y a aussi beaucoup de missions de sécurisation. Ce sont eux aussi qui vont sécuriser les parcs. C'est eux aussi qui font les missions conjointes sur tous les coins SDF, etc. en accompagnant aussi la police. Donc on a voilà. Donc vous dire j'ai 3 équipes qui tournent ou 10 équipes qui tournent, je suis incapable de vous dire à l'instant T combien j'ai d'agents. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est les stats 15e. Si vous voulez, on pourra les donner. Elles sont là. Il y a 41% de mégots. Mais moi, enfin à la limite, je réagissais sur les mégots, mais je m'en fiche. Ça me gêne même pas, en fait, je les vois pas. Ce qui me gêne plus, c'est comme vous dites, les dépôts sauvages, c'est les déjections canines. Quand je surprends des gens dans ma rue, je sais pas si on m'entend bien, quand je surprends des gens dans ma rue qui ramassent pas leur crotte de chien, j'ai moi-même 3 chiens, je peux leur dire ce que je veux, ils me font un gros sourire et ils s'en vont sans ramasser. Parce que qu'est-ce que je peux faire ? Bah rien du tout. Soit je leur tape dessus et c'est moi qui vais avoir des problèmes, soit je fais rien et ils continuent comme si de rien n'était. Et je vois que vous avez donc moins de 1%, c'est-à-dire une trace, hein, comme on dit en scientifique. Vous avez une trace donc d'amende sur les déjections canines et qui sont un problème pour tout le monde. Spécialement après pour les fauteuils roulants et les personnes avec les cannes, exactement, c'est ce que je cherchais, merci. Ça, pour moi, c'est problématique. Alors, moi, je vais vous donner, parce que ça, vous avez les chiffres de 2018 sur l'année 2018. Oui. Vous voulez du frais ? Je l'ai eu, c'est le mois d'avril. Ah, donnez. Voilà. Donc, le mois d'avril, en dépôt, sur voie publique, il y a eu 153 PV demi. Alors, au mois d'avril de l'année dernière, on en avait mis 173, donc il y en a un petit peu moins. Ce qui a fait flamber les coûts, si vous voulez, et là, c'est pareil. On parle de pourcentage, entre le pourcentage et le nombre de PV. C'est-à-dire que on a beaucoup de terrasses qui se sont étalées ces derniers temps avec effectivement, et pas que des tables. Avenue de Suffren, j'ai carrément quelqu'un qui a mis des fleurs, on peut plus se garer, on peut plus passer, etc. Si je vous donne le chiffre, on a fait la variation en 2018-2019 sur les étalages et les terrasses, 8400%. Bon, sauf que j'ai au mois d'avril 23 PV, donc c'est sûr, et au mois d'avril 2018 j'en avais 0. Donc voilà, et j'en avais 1 en cumul de janvier à avril, et j'en ai 85. Donc méfions-nous du pourcentage parce que ça ne veut pas toujours dire. Aujourd'hui, effectivement, après les dépôts, les équipes travaillent beaucoup sur les terrasses parce que autant quand il fait beau, quand il y a une table ou deux, c'est pas dramatique, mais quand on a une gêne à la circulation des piétons, quand on a une dangerosité, quand on a une nuisance sonore, quand un immeuble ne peut plus dormir toute la semaine, tout le week-end,
là, effectivement, on envoie les effectifs. Et là, il y a de la verbalisation. Voilà. Et là, il y a plusieurs stades de verbalisation, plusieurs types de PV, et ça peut aller jusqu'à si vous voulez, une procédure avec le service de l'urbanisme pour le retrait total de la terrasse, et avec des PV qui vont de 1 500 à 3 000 euros, puisque là, on est dans le cadre du tribunal de police. Mais ce que font aussi les agents, beaucoup, on va reparler des mégots, c'est effectivement de discuter avec les établissements pour dire mettez des cendriers, balayez devant votre porte. Voilà, c'est quand même vos clients. C'est quand même vos clients. Donc voilà. Alors, les déjections canines, la problématique de la déjection canine. C'est le flagrant délit. Vous pouvez rester 2 heures, 3 heures dans une rue, vous allez voir 10 propriétaires de chiens, c'est les 10 qui ramassent. Et l'équipe va partir, et juste à ce moment-là, vous avez effectivement, et en plus, parce que ceux dans la journée, ou même dans les horaires des agents, ramassent. Ceux qui ramassent pas, manque de peau, sont en dehors des horaires. Alors à moins que j'ai des équipes de nuit, mais voilà, là c'est pareil. Et il y a aussi quand même une grande mission de sécurisation. C'est la future police municipale, donc il y a aussi une grande mission de sécurisation. Voilà un petit étal, mais c'est effectivement des choses de concert qui sont faites et les priorités qui sont données. Et je peux vous assurer que Patrick Gomez, qui est le chef de circonscription, donc qui est l'homologue des PSP, de Madame Hotte, il est d'une réactivité. Moi, là-dessus, je peux critiquer la ville de Paris. Par contre, les éléments que j'ai en chef de circonscription pour travailler au quotidien, c'est un bonheur. Et juste pour préciser, la seule chose que vous pouvez faire sur les déjections canines, si vous remarquez que tous les jours, à la même heure, vous croisez la même personne qui ramasse pas, ça, c'est le genre de signalement qui est intéressant parce que la DPSP, ça leur permet de cibler l'horaire à laquelle ils passent et le lieu auquel ils peuvent faire une verbalisation. Ouais. Oui, non, c'était pour... Non, pas du tout, vous pouvez parler, mais on va laisser peut-être le monsieur s'exprimer qui attend depuis tout à l'heure. Juste une question, parce que la majorité des dépôts sur la voie publique, c'est pratiquement toujours aux mêmes endroits. Moi, je vois, on en a rue du Théâtre, les gens, vous venez retirer des affaires, le lendemain, c'est bon. Vous n'avez pas une possibilité de mettre une caméra de surveillance provisoire, je dirais? Non. La vidéo. Alors, la vidéo-verbalisation. Alors, je rappelle un peu d'abord, sur Paris, toutes les vidéos-verbalisations doivent être recentrées donc, sur les services de police. On ne peut pas mettre une vidéo même provisoire comme ça. Voilà, il y a toute une procédure. Il y a une procédure juridique, il y a une procédure CNIL. Ça prend très longtemps. Actuellement, je suis sur un dossier d'une caméra rue de Sèvres, au niveau du centre d'information de l'armée de l'air, parce qu'ils ont eu effectivement quelques soucis. Et la caméra prend juste la porte. Elle prend même pas la rue. Je ne vous dis pas les embêtements qu'on a avec le dossier CNIL. Donc, faire ce genre de choses en provisoire. Et même, imaginons, tenez. Je vais prendre quelqu'un dans la... Monsieur qui justement avait la... Voilà, monsieur qui est juste derrière, vous êtes au 2e rang. Je prends monsieur que je ne connais pas, sous la caméra, en train de déposer 18 sacs au niveau de la caméra. Je ne le connais pas, j'ai pas de plaque d'immatriculation, j'ai rien. Comment voulez-vous que je l'identifie? Le temps que j'envoie une équipe, il sera rentré chez lui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Je parle assez fort. Non, il faut le micro, s'il vous plaît. Si vous avez quelqu'un du voisinage, je dirais, bon, on peut peut-être arriver à retrouver cette personne-là. Mais de quel droit et sur quelle base juridique je vous invite à venir voir les vidéos? Et puis, il faut que vous sachiez que derrière une caméra, il faut des hommes. Oui, donc, il faut des moyens en hommes. Non, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est pas évident. C'est une question que je posais. Non, mais on me le dit souvent, la vidéo-verbalisation en matière... Le seul moment où je peux le faire, et c'est arrivé, quand je vous parlais d'un PV à 1 500 €, on a pu le faire, parce que les gars n'ont pas vu la caméra, ils étaient dans la camionnette, ils ont ouvert les portes de la camionnette et ils ont tout déchargé. Donc, si vous voulez, on a l'immatriculation. Donc, effectivement, les services de police, là, ont pu faire le retour, ils ont pris l'IMAT et ils ont dressé le PV. Voilà. Et l'autre jour, c'est une équipe qui suivait une voiture qui s'est arrêtée, qui a ouvert le coffre et qui a mis directement. Donc là, ils ont pu aussi, voilà. Mais si vous voulez, la vidéo, oui, mais uniquement pour ça, ce sera 3 fois rien. Même la personne, vous prenez tous les jours la personne qui fait crotter son chien dans la même rue, etc. Si vous n'avez pas le visage, si vous n'avez pas ceci, si vous la connaissez pas, voilà, c'est toujours très compliqué. Et en plus, les coûts, je rappelle quand même les coûts d'une caméra, c'est juste...
Je vais être cocasse, mais par rapport à ce qu'a dit monsieur, moi c'est pareil, j'ai une personne qui n'a pas ramassé les excréments de son chien. Je lui ai dit, vous voulez ramasser, sinon vous allez voir. Elle a dit, je m'en fous. Ben, j'ai pris la merde, bien sûr, je me suis sali et je l'ai lancé sur elle. C'est une technique. C'est une technique, c'est radical. Allez-y, madame. Après, je vous repasse la parole, je vais laisser s'exprimer les autres gens quand même. Allez-y. Oui. Alors, madame, je peux vous assurer, j'habite en face du conteneur de vêtements. Oui, Place Violet. J'ai appelé, on doit trouver mon numéro. J'ai appelé 20 fois, 30 fois, parce que c'est resté pendant des semaines et les tournevis permettent d'ouvrir les portes. La semaine dernière, il y avait encore quelqu'un qui se servait et qui ne rangeait pas. Et même... Place Alfred Dreyfus, pareil. Alors, c'est moi qui vais répondre à la place de Madame Motte parce que justement on en a discuté et il se trouve qu'un jour je l'ai appelé en passant devant ce conteneur à vêtements violet où c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement 2 femmes roms passaient par en dessous, ouvraient. Alors là elles avaient apparemment rangé puisqu'elles se servaient puis après. Bon, de toute façon là on a, si vous voulez, le problème on a été tranquille pendant un temps. Et il semble qu'ils aient trouvé une parade. Donc on est en train de discuter avec Écotextile. Je ne sais pas comment on va agir. Je ne sais pas comment on va réagir. Peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé de prendre une décision brutale, c'est-à-dire la suppression totale de ces conteneurs à vêtements. Ce qui est dommage parce que derrière sont des emplois, c'est une filière, etc. On leur demande, et ça c'est mon problème, c'est s'ils ne répondent pas à ça, c'est-à-dire qu'on va leur demander effectivement de passer 2 à 3 fois par jour sur tout. Non. Ah oui. On va leur demander, ça va être le deal. Pour laisser les conteneurs, il faut passer 2 à 3 fois par jour pour voir si effectivement ils n'ont pas été pillés et s'il n'y a pas de dépôt. Parce que le temps qu'ils retrouvent une nouvelle sécurisation du conteneur, etc. Moi, je n'oublie pas non plus qu'il y a une usine derrière, il y a des gens en réinsertion, il y a quand même des emplois. Donc il faut qu'on arrive à trouver la solution. S'ils ne sont pas capables de m'assurer un passage de tous les conteneurs du 15e pour être réactif. Alors, si vous le voyez et qu'ils ne sont pas là dans l'heure, mais qui sont là dans les 2 heures, ça va. Si effectivement ça doit rester plusieurs jours et qu'après ça incombe à la propreté, parce que ça ne devrait pas aussi prendre du temps sur les effectifs de la propreté, qui quand ils font ça, font pas autre chose. Là, on est réellement sur quelque chose. C'est un problème d'Écotextile. Si vous voulez, on a été tranquille un certain temps. Les Roms ont trouvé la parade. Maintenant, à nous de retrouver notre parade jusqu'à la prochaine fois, etc. On en est à la 4e ou 5e version des conteneurs. Enfin, ça en devient aussi quand même épouvantable. Enfin, je veux dire que je veux bien tout ce qu'on veut, mais les premiers fautifs, c'est quand même ceux qui pillent et qui foutent le bordel. Mais la semaine dernière, c'était avenue Émile Zola, en face de la Poste. C'était la fiesta. Tout était sorti. Ça a été choisi, pris et non rangé. Et quand il a plu, je peux vous dire que c'était joyeux à regarder. Je sais, les 2 gros problèmes, on a ça, et puis on a effectivement, au sorti des magasins, les gens qui pillent, on est à côté d'un Monoprix, excusez-moi, mais vous venez là tous les soirs, et c'est pas que là, c'est partout, partout. Je peux terminer Merci beaucoup. Alors, je suis ravi que vous ayez corrigé, parce que tout à l'heure, je voulais revenir dessus. J'avais entendu quelque chose dans le public, dans l'Assemblée. Les gens qui pillent les vêtements, ce ne sont pas des Roumains, ce sont des Roms. Voilà. Donc, j'aimerais que la clarification soit très claire, parce que c'est très important. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Et concernant les mégots, c'est pas qu'on s'en fiche, mais concernant tout ce qui nécessite un flagrant délit, qu'on soit d'accord, parce que même une fois j'ai vu un mec rouler sur un trottoir dans ma rue, insulter ma coiffeuse parce qu'elle passait le balai devant sa boutique parce qu'elle le gênait. J'ai appelé les flics, etc., parce que le mec voulait me taper dessus parce que j'ai été intervenu. Et ils m'ont dit non, on peut pas, il faut un flagrant délit. Je dis attendez, on est je sais pas combien de témoins, machin. Non, vous pouvez toujours pas. Bon, alors puisqu'il faut un flagrant délit pour absolument tout ce qui relève de ce genre de choses, puisque vous n'avez pas le personnel nécessaire, nous sommes bien d'accord. Vous pouvez pas mettre un flic ou un DPSP ou je sais pas quoi. Derrière chaque... le nom barbare, c'est ISVP, inspecteur de sécurité de la ville de Paris. Et voilà. Les autres, ceux qui verbalisent pour les voitures mal garées, s'appellent les ASP, les agents de surveillance de Paris. ISVP ou ASP, du coup, déjà plusieurs choses. Il y a cette initiative de l'application Dans ma rue qui est très bien. Comme j'ai expliqué, j'étais donc un des top contributeurs
des remontées. Et quand j'étais, je ne sais pas si vous étiez présent à la réunion qu'il y a eu à la mairie du 4e, les gens disaient que quand ils remontaient des infractions, ils se faisaient agresser par les personnes. Ils se faisaient agresser. Voilà. Donc déjà, il y a un problème là-dessus, c'est que quand on veut aider à faire en sorte qu'on ait une ville ou un quartier, pour faire plus proche, qui soit plus propre, qui soit plus citoyen, qui soit plus respectueux, etc., on se fait taper dessus par les gens qui ne respectent pas la loi et qui ne respectent pas les autres. Première chose. Oui, non, bien sûr, mais je ne me gêne pas. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais une solution. Alors, il y a la vidéosurveillance qui était proposée. Vous avez dit c'est coûteux, etc. Embaucher des agents pour avoir du flagrant délit, c'est coûteux, etc. J'avais une idée qui est peut-être folle, mais qui nécessite évidemment d'être encadrée, etc. Bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est d'assermenter des personnes, des citoyens concernés. Oui, j'en ai déjà parlé avec vous, Valérie, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais j'en parle à M. Pinet pour l'instant, j'ai l'occasion. Assermenter des personnes donc, qui se sentent concernées par le bien-être de leur quartier, sous certaines conditions, qu'ils soient plusieurs, qui passent je sais pas quoi, enfin, bon, bref, des choses comme ça, et leur permettre à eux de faire des amendes en cas de flagrant délit. Moi, je m'oppose violemment à cette proposition parce que je la trouve dangereuse. Elle va entraîner énormément de dérives. Madame, alors, je vais clore le débat, comme ça on pourra passer à autre chose. Alors, les seules personnes qui peuvent être assermentées, et c'est quelque chose de très long, effectivement, ça s'est fait sur les gardiens d'immeubles de Paris Habitat et de la RIVP. Le jour où on passera, et je rejoins tout le monde, le jour où on passera, le problème c'est qui on choisit, comment. D'abord, pour vous choisir, monsieur, si vraiment on va dans votre sens, d'abord il me faut votre pédigré. Et puis je vais regarder votre pédigré. Est-ce que vous êtes... Non mais après, si vous voulez donner une assermentation, sur quoi, sur quelle base juridique, sur quels critères, sur quel article, c'est les articles municipaux, c'est les articles préfectoraux, c'est uniquement le gène mégot, c'est uniquement... Voilà, c'est très flou. C'est très fou. Et qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Je pense que, si vous voulez... Ça, peut-être que ça se fera un jour, j'en sais rien, je serai peut-être plus là pour le voir, mais je pense pas, parce que ce genre de choses, ça a amené effectivement à d'autres dérives. On a des agents, ils sont là, c'est même pas la question de trop ou pas assez d'agents, c'est que de toute façon, effectivement, il y a beaucoup d'incivilités, il y a beaucoup de choses que l'on peut voir. On est dans un état de droit, et l'état de droit dit, la base, c'est le flagrant délit. Vous commettez un délit, l'agent assermenté des autorités publiques vous voit, il y a flagrant délit. Le citoyen peut effectivement même témoigner. Moi-même, avec ma qualification d'adjoint au maire, je peux témoigner. Je n'ai pas cette habilitation du flagrant délit. Voilà. Mais je peux vous assurer qu'ils font un très bon travail. Je vous dis, j'organiserai une visite, si vous voulez, pour discuter rue de Vaugirard avec eux. Vous verrez que c'est péchu. Et en plus... Les gens qui sont assermentés, c'est un métier, ils ont une formation. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire cette formation, si ça vous intéresse vraiment. Mais on ne peut pas assermenter des gens qui n'ont pas cette formation, ce métier. Alors, j'ai pas terminé, j'ai pas mis un point à ma phrase. Et donc, ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais pas d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que c'est un vrai métier quand on est assermenté quand même. Et la deuxième chose, il faudrait commencer par dire flic, mais policier, ça serait mieux. Voilà. Alors, sur Paris dans Marie. Désolé pour mes amis policiers que je respecte énormément et... Moi, j'aimerais avancer sur Paris dans Marie parce que c'est quand même aussi quelque chose qui est très important et j'invite effectivement tout le monde. Alors, Paris dans Marie, on peut signaler beaucoup de choses. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. En ce qui concerne la propreté, ça marche mieux. Sachez que je suis un citoyen aussi, et régulièrement, je fais Paris dans ma rue, je demande au service, j'ai eu encore l'adjoint de Madame Motte, Monsieur Saillant, dernièrement, pour savoir si le dépôt que j'avais signalé leur était bien arrivé, etc., pour voir si ça fonctionne ou pas. Il m'arrive même d'appeler le 3975 pour dire que j'ai un dépôt, etc., pour voir si ça fonctionne ou pas, donc pour regarder. C'est vrai qu'en termes de propreté, ça fonctionne très bien. Sur les stationnements gênants, ou aujourd'hui les trottinettes qui sont sur le trottoir, ça fonctionne, avec un peu de retard, mais ça fonctionne aussi. En revanche, là où ça marche moins bien, il faut être honnête, c'est sur la voirie. Vous allez signaler un trou dans la chaussée, certes, les informations vont remonter, mais comme la voirie est le parent pauvre de la ville de Paris, encore pire que la propreté, je peux vous assurer que le trou, il est encore là pendant 6 mois.
Voilà. Donc c'est juste qu'effectivement, sur ce genre de choses. Sur le reste, utilisez-la, c'est effectivement quelque chose de très bien. Après, vous pouvez faire un signalement mail. Voilà, maintenant, sur le site de la mairie du 15e, vous avez nos têtes, nos noms, et je reçois les mails directs avec les photos, c'est beaucoup mieux comme ça. Je peux les transférer directement à Madame Hoth, et derrière, je déshabille Paul pour habiller Jacques, et la boucle est bouclée. D'accord. Bon, moi j'étais là à la réunion qui a eu lieu pour synthétiser l'application dans ma rue, et je peux vous dire que les gens n'avaient pas du tout le même avis que vous concernant l'efficacité de la propreté. J'étais présent, après je ne sais pas qui d'autre était présent dans cette pièce, en tout cas moi j'y étais, merci, et les gens se plaignaient notamment par exemple que les tags n'étaient pas effacés. Est-ce que les gens étaient du 15e ? Les gens étaient de toute moi, je Paris. m'occupe que du 15e, et je peux vous assurer que dans le 15e ça oui, mais fonctionne. dans l'application dans ma rue, elle concerne tout Paris, on est d'accord. Moi, je suis comptable du 15e, je m'occupe du 15e, et je suis en relation avec Audrey Hoth sur le 15e, et je peux vous assurer que ça fonctionne. Et quand il y a des dysfonctionnements, on regarde, mais ça fonctionne. Jean-Yves, juste, je vais faire remonter quelque chose. Concernant les tags, par exemple, j'ai déjà vu des gens, je connais des gens qui ont téléphoné pour faire effacer des tags. On leur a répondu « Ah non, monsieur, il y a un tag, ou madame, il y a un tag dans votre rue, il faut attendre qu'il y en ait au moins 2 ou 3 pour intervenir. » Et la personne est dans la salle actuellement. Donc, ça fonctionne moyennement. Ils ont téléphoné à la division ? Oui, exactement. Je le note. Exactement. C'est pas une réponse qui est admissible. Donc, voilà. Et la deuxième chose, les agents qui s'occupent de la verbalisation, des fois, ça tourne un petit peu au harcèlement. Et je prendrai comme exemple, ça, j'en ai été témoin, rue du Commerce. Donc des agents sont passés et ont verbalisé les commerçants qui se trouvaient là et qui avaient sorti leur carton donc à un moment qui n'était pas adéquat, sauf qu'il y a un accord qui a été passé. Monsieur Zanéa, vous pouvez peut-être me le confirmer. Donc pour que les cartons soient sortis avant le passage les commerçants ne peuvent pas rester jusqu'à 21h pour que il y a un accord de principe. Et j'ai assisté, moi, à des verbalisations et répétées sur des commerçants. Bon, alors là, je vais parler sous le contrôle de Monsieur Zanéa, que je connais bien aussi, sur ces histoires de la verbalisation de la rue du Commerce ont été... on fait même que c'est monté très très haut au sein de la direction de la DPSP, parce que effectivement, il y a une règle sur cet arrondissement. On a regardé le côté pragmatique. Le règlement sanitaire départemental dit la chose suivante. Vous devez sortir vos bacs d'ordures 1 heure avant le passage de la benne et le rentrer dans le quart d'heure. En dehors de ça, vous êtes verbalisable. Je suis incapable, Madame Hoth aussi, et nous sommes incapables de donner à chaque immeuble l'horaire précis de passage de la benne, etc. Voilà. Bon. Donc il fallait gérer le pragmatisme, parce que j'avais en plus souvent des commerçants qui me disaient on est verbalisé, c'était surtout les commerçants qui étaient verbalisés, alors que moi, souvent les bacs qui gênaient sur les trottoirs, c'était les bacs d'immeubles, et on me disait on ne peut pas verbaliser les bacs d'immeubles, mais on verbalisait les commerçants. Ça commençait à m'agacer. Donc finalement, on peut verbaliser tout le monde, mais on ne verbalise dans cet arrondissement qu'avant 15h30. Et le lendemain, nous accordons effectivement, alors si la gardienne est là à 8h, elle rentre les bacs à 8h, si c'est 9h, elle rentrera à 9h. Sur la rue du Commerce, la collecte est le soir. Donc bien évidemment, les commerçants, quand ils ferment, ils ne vont pas attendre le passage de la benne. Et certains n'ouvrent le lendemain qu'à 9h, 10h. On a le problème de la DPSP, c'est qu'il y a les unités locales dont je vous parlais, là, Monsieur Gomez, la circonscription 7-15, mais il y a une brigade qui fait tout Paris, et c'est souvent cette brigade qui est arrivée rue du Commerce et qui a tartiné tout le monde. J'ai eu tous les PV, on a fait les actions nécessaires, je peux vous assurer que c'est monté très très haut à la direction, de manière à ce qu'on stoppe. J'ai dit arrêtez de nous foutre le bordel dans le 15e, laissez-nous gérer notre arrondissement. Voilà. Et donc effectivement, en ce qui concerne la rue du Commerce, les commerçants de la rue du Commerce ne sont plus verbalisables. Oui, alors, si ça arrive, il faut me le dire. Non, je confirme que M. Pinet, depuis, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai appris l'association, et effectivement, M. Pinet a tout à fait joué le jeu et est revenu en arrière. Il y a un cas où, des fois, on est verbalisé, c'est quand il y a des cartons qui ne sont pas dans les poubelles. Mais ça, c'est la règle. Mais c'est vrai que des fois... Ça faut que je revoie parce que... Si ça pouvait être plus souple, ce serait bien. Non, mais ça on va revoir ensemble parce que normalement, quand ils sont bien rangés sur le côté, normalement ça passe puisque...
par définition, vous avez une activité qui est... Et je vais même vous dire, ce qui me gêne, c'est qu'on ne puisse pas mieux vous les collecter, les cartons. Parce que souvent, vous allez me les mettre sur l'ordure ménagère alors qu'on pourrait les mettre sur le recyclage, mais vous avez un tel volume, et notamment en période des fêtes. Il faut savoir qu'en période de fête, on réunit les services et on dit, voilà... On calme le jeu à partir du moment... Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne un véritable dépotoir. Mais à partir du moment où c'est bien rangé, il n'y a pas de verbalisation. Véritablement. S'il y a des couacs, il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter, parce que dans ce cas-là, généralement... C'est efficace. Voilà. Juste pour préciser, pour la présentation des cartons à côté des bacs, normalement, elle n'est pas verbalisée si c'est le jour de collecte des bacs jaunes. Lorsque les cartons ils sont présentés à côté des bacs verts, la DPSP peut verbaliser. On pourra refaire, si vous pouvez me faire un petit... Est-ce qu'on pourrait avoir une petite note là-dessus pour qu'on le fasse passer aux commerçants des commerçants. On a une difficulté aussi, c'est que des fois on rend service aux riverains qui viennent nous demander des cartons pour déménager. Le carton, nous on l'a donc bien géré, le carton part chez le riverain le jouette pas comme il faut et on prend nous des PV. Donc ça c'est pas très agréable. Alors on a une question juste devant. Une remarque, une question et une idée folle. La première chose, concernant la vidéo-verbalisation. Je crois qu'aujourd'hui, la vidéo-verbalisation, il faut absolument la généraliser. Il ne faut pas simplement l'affecter effectivement à la propreté. Aujourd'hui, on a tout un tas d'incivilités constatées visuellement par l'ensemble des habitants du 15e, que ce soit des scooters qui remontent en sens interdit. Maintenant, c'est de manière permanente. Que ce soit les scooters qui sont en stationnement permanent devant les McDo, devant les restaurants et ainsi de suite. Les scooters qui maintenant passent au feu rouge sans aucun état d'âme. Donc aujourd'hui, la vidéo-verbalisation, elle est aussi un signe fort auprès des habitants qui respectent les règles, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus que tout le monde fait tout et n'importe quoi et qu'ils ne sont absolument pas verbalisés. Et concernant la propreté, je confirme que la vidéo-verbalisation, pour choper un mec qui arrive avec 18 sacs qu'il met sur le trottoir, en général, il les a pas sous le bras, il les a dans une camionnette ou dans sa voiture, donc on peut tout à fait relever les immatriculations. Même chose pour le stationnement, etc. La question, c'était concernant les nouvelles poubelles anti-rats. Quel est le point d'avancement sur le 15e en termes de déploiement? Y a-t-il des sites prioritaires par rapport à d'autres axes? Et l'idée folle, on annonce un été très chaud. Est-ce qu'on peut envisager que les moyens de nettoiement de la voirie soient utilisés pour rafraîchir l'air le soir avant la tombée de la nuit? Merci. Alors, sur les corbeilles, donc on va avoir des corbeilles compactantes sur le 15e arrondissement. Elles vont être déployées d'ici la semaine du 24 juin. Pour l'instant, j'y viens. Alors pour l'instant, on va en mettre autour du centre Beaugrenelle parce qu'il y avait une vraie demande là-bas. Les corbeilles, elles débordent beaucoup alors qu'on y passe souvent. Il va y en avoir aux extrémités du quai Branly. Pour l'instant, on ne peut pas en mettre sur le quai parce qu'il y a des travaux, mais à terme, l'idée c'est d'en mettre aussi sur toute la longueur du quai. Porte de Versailles, c'est prévu qu'on en mette porte de Versailles. Et puis dans un second temps, il y en aura aussi à Montparnasse. Voilà, pour l'instant, on en est là. Après, il y en aura probablement ailleurs, mais pour l'instant, ce sera à ces endroits-là. Ouais, mais pour l'instant, ce serait pas mal autour du square du commerce. Je le note. Alors, concernant la vidéo... j'ai oublié de répondre, pardon. Sur le rafraîchissement des rues, donc il y a 2 rues du 15e là, qui ont été refaites, en tout cas des portions de rues, une portion sur la rue Le Courbe et puis la rue Frémicourt qui ont été refaites avec des revêtements spéciaux qui sont censés conserver l'humidité. Cet été, on va effectuer un test justement pour voir si ça fonctionne bien et si ça permet vraiment de rafraîchir. Donc l'idée, c'est que certains jours où le dispositif va être déclenché, nous, on va passer dans ces voies, la voie et le tronçon concerné, à une fréquence assez élevée. En théorie, c'est toutes les demi-heures. Bon, en fait, techniquement, c'est compliqué à mettre en place parce que les engins, on peut passer, mais après, il faut re-remplir la cuve très régulièrement, donc on sera probablement un peu plus que ça. Mais il va y avoir un test cette année et en fonction de ça, il y aura peut-être un déploiement. Après... si c'est concluant, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas fonctionner comme ça sur toutes les rues de Paris. C'est impossible. Arroser toutes les rues de Paris avec un véhicule de lavage, c'est pas possible. Mais ouais, en tout cas, sur les îlots de chaleur, ça va être testé là cette année sur 2 rues du 15e et une rue du 7e.
Par contre, moi j'ai un gros souci effectivement et une grosse crainte, ça je le dis, puisqu'on l'a vu arriver maintenant depuis 3 ans. Au moment des grosses chaleurs, on a des ouaves qui nous ouvrent les bouches à incendie. Ça arrive aussi sur le 15e. En plus, maintenant c'est Haute-Paris qui doit les fermer, donc on essaye d'organiser ça. Haute-Paris protégé par les agents de la DPSP ou par des unités de police en fonction des quartiers. Ça a une conséquence, c'est que en fait, puisque les bouches à incendie sont sur le réseau d'eau potable. Pourquoi est-ce qu'elles sont sur le réseau d'eau potable? Alors je fais une digression sur la propreté, mais elles sont sur le réseau d'eau potable parce que c'est là où il y a le plus de pression. Sur le réseau des bouches de lavage qu'utilisent les agents de propreté, il n'y a pas assez de pression pour alimenter les camions et pour effectivement mettre la sauce pour éteindre les incendies. Donc quand vous avez une baisse de pression et qu'il y a un incendie, ça pose quand même problème. Mais ça, effectivement, c'est autre chose. Je reviens à la vidéoverbalisation. La généralisation, je suis pour. Après, quels sont les objectifs de la vidéoverbalisation? Parce qu'elle existe aujourd'hui sur Paris, en matière de sécurité routière. Il y a effectivement eu, par exemple, dans la journée d'hier, puisque tous les matins j'ai le rapport de la ville de Paris, 817 PV de vidéoverbalisation, qui se déclinent comme ci. Circulation couloir de bus, 245 PV. Ça, c'est du scooter généralement, ou du VTC, boum, couloir de bus, on prend la plaque, terminé. Il y a eu un arrêt très gênant et un passage piéton. On pourra en avoir plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu rouge, mais il y a aussi des feux rouges. Par contre, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, parce que ce sont les instructions données par la maire de Paris, en tout cas par son adjoint, M. Najdowski, 570 PV sur le sas vélo. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un sas vélo? C'est les petits pointillés qui sont avant le passage piéton et avant le feu que vous devez laisser. C'est-à-dire que vous devez tous ceux qui se garent devant, parce qu'on a oublié, parce qu'on ne le voit pas, etc. Bim. Quand on a 60% des PV par jour qui sont du sas vélo, moi ça me gêne. Alors la généralisation de la vidéoverbalisation, quand on fait que ça m'embête. C'est ça aussi. Moi je veux bien mettre des caméras partout. Il n'y a pas de problème. Je suis pour. Là-dessus, je suis tout à fait dans la ligne de Philippe Goujon pour une vidéoverbalisation. Mais si c'est pour avoir des objectifs qui ne sont pas des objectifs réels de sécurité routière, ça ne me va pas. Alors juste sur ce point-là, c'est un objectif réel de sécurité routière. Les sas vélos sont là pour protéger les vélos. Je ne veux pas entendre dire que c'est pas un objectif réel de sécurité routière. Je veux bien qu'il y ait d'autres objectifs importants, mais celui-là est un objectif très important et totalement réel. Pas dans Paris, quand on voit le nombre de feux brûlés, excusez-moi, du peu, mais le sas vélo, si vous voulez, quand on voit, même quand on s'arrête, de toute façon, la plupart des verbalisations sur le sas vélo, c'est qui? C'est principalement des deux roues motorisées. Voilà, parce que quand la voiture s'arrête derrière, de toute façon, c'est le 2 roues motorisé. Je ne dis pas que le sas vélo n'est pas sécurisant pour le vélo au démarrage du feu rouge. Mais quand je vois le nombre incalculable de feux rouges qui sont brûlés, que ce soit dans notre arrondissement et sur le reste, ça me choque de voir 60%. C'est facile, ça. C'est facile. Je prends la caméra, je prends les plaques, c'est facile. C'est en ça que je dis. Je ne dis pas... J'aurais 20-25% de sas vélo, 20-25% de feux rouges. Là, j'ai pas de souci. C'est cette disproportion. Ah si, de temps, là je vous ai pris la journée d'hier, mais on pourrait faire, j'ai des journées à 1200 ou 1300, il y a des verbalisations sur les pistes cyclables, il y a des verbalisations aujourd'hui, j'ai des verbalisations de 2 roues à contresens en sens interdit, etc. C'est-à-dire que là où est la caméra, alors faut pas oublier non plus comment ça se passe, vous avez une salle, vous avez un écran, vous avez X écrans, mais ça tourne. Et donc vous n'avez pas toutes les caméras, imaginez le nombre de caméras qu'il y a à Paris, elles sont à plus de 1200 aujourd'hui, il n'y a pas 1200 écrans et puis vous n'avez pas un œil humain qui est capable de voir les 1200. Mais il y a une vraie vidéo-verbalisation aujourd'hui à Paris, sauf qu'effectivement il faut peut-être l'étendre, il faut peut-être aussi qu'on puisse l'avoir sur l'arrondissement. Moi je rêverais qu'on l'ait à l'unité de la DPSP, effectivement, qu'on ait les caméras du 15e qui soient là-bas. Voilà, donc non, là-dessus ça fonctionne. Mais petit à petit, parce qu'on n'est pas encore un équipement identique à celui de Londres. Nous, on est à 1200, ils sont à 60 000. J'ai une question, oui. Oui, en fait, c'était par rapport à ma rue. J'habite rue de la Bérou. Et à l'intersection en fait, de la rue Blomet et rue de la Bérou, en fait, il y a un problème de sécurité parce qu'en fait, quand les gens passent dans la rue de la Bérou et dès qu'ils arrivent donc à la rue de Blomet, les gens qui arrivent de la rue de Blomet
soit les gens de la rue Labérou sont obligés de freiner fort et ensuite ça peut créer un accident, soit ce qu'il faudrait faire en fait c'est mettre au moins un stop pour permettre... Il n'y a pas de stop à Paris, c'est une règle. Voilà, on est la seule ville de France où il n'y a pas de stop. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est historique. C'est la règle de la priorité à droite. Voilà, sur ce carrefour, particulièrement, on a effectivement un petit souci de visibilité. Je crois qu'en fait, la loi de mobilité qui va être votée et qui va probablement d'ailleurs valider le fait que, et Valérie sait que c'est un de mes chevaux de bataille, au niveau du passage piéton, il est important que tout usager de la route ait la meilleure visibilité possible. Je trouve franchement aberrant que la voirie à une époque ait foutu carrément des zones de livraison devant des passages piétons, qu'on ait du stationnement où on peut avoir des camionnettes devant des passages piétons, parce que quand vous voulez traverser, déjà vous ne voyez pas le véhicule qui peut arriver, mais le véhicule ne vous voit pas et ne voit pas à un carrefour, et donc à cet endroit-là, on a un vrai problème de visibilité des automobilistes, mais de respect du code de la route. Oui, c'est ça, On implique on a une priorité à droite. Si les gens de la rue Blomet suivent la priorité à droite, les gens de la rue Lecourbe. C'est pas mal aussi parce que ça permet aussi quand même les gens de la Begroult de ralentir, parce qu'il y en a certains aussi qui arrivent et qui carburent un peu dans la Begroult en disant j'ai la priorité, je fonce. Et c'est vrai que les gens oublient que la rue Labérou est limitée à 30 km/h normalement à partir de, je crois, la rue Croix-Nivert, il me semble. Mais bientôt, à terme, de toute façon, toutes les rues parisiennes seront limitées à 30 à l'heure. D'accord. Comme ça. Il y a beaucoup de problèmes et je pense qu'il y a une bonne révision du code de la route à faire. Bien, je vois que la propreté et la sécurité routière, un bon sujet pour discuter. On va continuer un petit peu, on va passer à la piétonisation de la rue du Commerce qui a été faite en concertation avec les commerçants et les habitants. Donc la piétonisation se fait l'après-midi de 14h, je crois, de 13h à 18h, une fois par mois, et c'est M. Zanéa qui va nous en parler. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, il y a 1 an et demi, quand je suis arrivé, je trouvais dommage que la rue du Commerce ne soit pas rendue aux piétons, aux familles et aux enfants, étant donné que le quartier est un quartier quand même... un quartier particulièrement avec de familles. Donc on s'est rencontrés avec Philippe Goujon, avec Valérie et avec Philippe, et on en a parlé. Il fallait faire face à un problème qui était un problème de financement déjà, parce que pour rendre piétonne la rue, ça nécessite une dizaine d'agents de la DPSP pour bloquer les différents accès de la rue. Et donc, étant donné le nombre de rues perpendiculaires coupant la rue du Commerce, on a fait une étude et effectivement, on est à 10 ou 11 agents de la DPSP nécessaires. Ça, c'était le premier point. Le second point était un point, il fallait être sûr que les commerçants étaient intéressés. Et ça, au niveau de l'association, on a fait une enquête par mail avec un taux d'acceptation à plus de 97 ou 98%. Et une fois que ça avait été validé, la mairie a fait une enquête effectivement aussi au niveau des riverains qui ont 91% des riverains étaient pour cette piétonisation. Donc on est parti sur une expérimentation au niveau de l'année 2019. 7 samedis répartis donc une fois par mois. Ça devait démarrer le 13 avril jusqu'à fin novembre. On a eu un petit couac administratif sur la première date et donc ça a démarré le 18 mai. La prochaine piétonisation aura lieu le 22 juin. Il y en aura une en juillet, après on coupe le mois d'août et on enchaîne sur septembre, octobre, novembre et peut-être une dernière date pour remplacer le 13 avril qui serait fin décembre. Donc évidemment pour ne pas bloquer l'ensemble du quartier et des riverains, il y a un filtrage pour les habitants pour qu'ils puissent passer et effectivement retourner chez eux s'ils sont en voiture et ne pas être totalement arrêtés. On se retrouve à avoir des cycles aussi dans la rue, moto et vélo. Donc on a essayé de demander, au vu de la première expérience où on a vu que les motos allaient un peu vite à nos goûts, on a demandé effectivement les motos donc seront supprimées sur les prochaines éditions. On a aussi demandé aux agents qui laissent passer les voitures de leur rappeler que c'est une zone piétonne, donc
que les gens se disent pas, je passe et je peux rouler à 50 à nouveau parce que c'était dangereux. Donc on va les sensibiliser. Et même sur les vélos, c'est vrai que les cyclistes sont un peu... ils poussaient un peu. D'ailleurs, le maire a failli être renversé le 18 mai par un cycliste qui avançait sans en avoir rien à faire. Alors, moi je sais que en tant qu'adjoint à la sécurité routière, on piétonise une rue, on la piétonise, c'est que le piéton. C'est-à-dire que je ne suis pas pour le vélo, je ne suis pas pour la trottinette électrique, je ne suis pas pour le deux roues motorisé. C'est pour le piéton. Le cycliste malheureusement, s'il veut passer, il descend de son vélo puis il pousse son vélo sur le petit bout de rue piétonne, mais ça reste une rue piétonne. Après, on a des conflits, et je rappelle quand même une chose, c'est qu'un vélo qui percute un piéton en cinétique, si le piéton tombe la tête sur la chaussée, ça peut être un accident grave ou mortel. On n'a pas besoin non plus de rouler à des vitesses folles. Il suffit d'être percuté à 15 à l'heure par un vélo pour avoir un accident grave. Et je pense que, mais ça reste que mon opinion, que dans les prochaines éditions, il faudra peut-être voir effectivement pour la suppression des vélos, les cyclistes roulent à pied. Et le problème, c'est que l'arrêté ne le permet pas. Les vélos peuvent passer. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est les sensibiliser dès qu'ils passent. Autant les voitures ne passent pas, autant les motos, mais les vélos, c'est pas dans l'arrêté, donc du coup ils peuvent passer. Donc il faut vraiment qu'on les sensibilise, et tu as tout à fait raison, parce que ça peut être très dangereux. Après, est-ce qu'on peut espérer une modification de l'arrêté d'ici la fin de l'année ? Il faut qu'on regarde déjà ce qui va être modifié sur le code de la route par la loi mobilité. Après, en fonction de ce qui sera modifié, peut-être que des aménagements pourront être faits et que Juste une parenthèse, je vous remercie de votre intervention. Merci beaucoup d'être venu. Merci madame, bonne soirée. Je suis ravi d'entendre parler de la rue du Commerce, de sa piétonisation. Je rappelle que je suis à l'initiative d'une démarche auprès des commerçants qui date de, je sais plus, 2017, un truc comme ça, pour faire installer des ralentisseurs dans la rue du Commerce parce que les gens ne respectent absolument pas cette zone et ils ne connaissent pas les règles qui s'appliquent à cette zone. J'ai moi-même été renversé au niveau du café du Commerce par un véhicule en excès de vitesse. Pour une fois, c'était pas un deux roues, c'était une voiture. Et j'ai des séquelles encore aujourd'hui. Et tellement que je suis trop bon, trop con, pardonnez le vocabulaire encore une fois, je n'ai pas souhaité faire venir la police alors que le mec m'a dit qu'en plus c'était de ma faute. Donc j'aimerais... En fait, il y a un problème, c'est que dans cette rue, les gens ne comprennent pas, même quand on leur explique, et ils veulent en venir aux mains. Donc après, moi, ça ne me dérange pas, hein, mais ils veulent en venir aux mains et ils nous disent « Oui, tu traverses sur un passage piéton, sinon tu ne traverses pas. » Mais je leur explique « Écoutez, monsieur, c'est une zone de rencontre, c'est 20 km/h, c'est priorité aux piétons, absolue, dans les deux sens, et vous respectez la loi sur cette route, sinon on appelle la police, etc. » La zone de rencontre. Alors, la zone de rencontre a été imaginée pour pacifier un espace et sur le papier, au départ, c'est très bien. Sauf que c'est comme toujours, lorsque vous avez passé votre permis à une époque, etc., et en plus les gens ne comprennent pas les panneaux, parce que effectivement, ça a été posé là. La ville de Paris elle-même, moi j'ai assisté à des réunions en mairie centrale, ils ont dit oui, effectivement, on a un gros souci de compréhension de ces zones de rencontre, mais pour tout le monde. Que ce soit parce que, je vais même vous dire, des habitants de la rue du Commerce ou des usagers de la rue du Commerce me réclament des passages piétons. Que je ne peux pas mettre puisque c'est une zone de rencontre. Donc ça devient kafkaïen puisque comme c'est une zone de rencontre, il n'y a pas de passage piéton, puisque le piéton peut aller partout, sauf qu'il y a les voitures au milieu, etc. Donc c'est quelque chose qui a été au départ peut-être bien pensé pour pacifier effectivement les déplacements et l'harmonie de tout le monde, sauf que dans l'application, ça ne peut pas marcher. Quand vous avez des gens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de permis, on n'a pas connu les zones de rencontre. Moi, la zone de rencontre, c'est aussi parce que j'occupe les fonctions que j'ai appris à la gérer. Mais au défi vous faites un sondage, quasi 99% des automobilistes et conducteurs de deux roues, voire même des piétons, vous leur montrez les panneaux, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Oui, ça soulève un autre problème, évidemment. Après, les deux roues, je pense qu'ils n'ont pas besoin de connaître le code de la route pour ne pas le respecter. Hein. Oui, mais partons du principe qu'il y a aussi des gens qui respectent le code de la route. On va exclure ce soir ceux qui ne le respectent pas, mais on a effectivement une difficulté sur cette compréhension de la zone de rencontre et qui est un vrai stress pour tout le monde, parce que voilà. Et je vous dis, je peux vous ressortir des demandes que j'ai, on me réclame en disant mais comment vous avez refait la rue du Commerce, il n'y a pas de passage piéton, qu'est-ce que ça veut dire, on traverse où? De quelle année date cette rue?
De quelle année date cette décision de rencontre? Ça date de quand, ça? La zone de rencontre, ouais, ça a une bonne dizaine d'années. Alors, là, j'ai brut. Alors, on devrait quand même pouvoir prendre en compte aujourd'hui le fait que le changement de circulation dans cette rue ne date pas de 10 ans, il date de 3 ans, 3-4 années. Ça fait combien de temps qu'elle est cette rue? Avant, on pouvait circuler à double sens, etc. Ça date de combien de temps, ça? Moi, je l'ai jamais connu en double sens. À double sens, je l'ai jamais connu, moi. Bon, enfin, ou alors il y avait pas. Avant, il n'y avait pas les trottoirs. C'était pas comme ça. Hein. Enfin bon. Ah non, il y avait du stationnement de chaque côté. Il y avait du stationnement de chaque côté. Depuis quand c'était supprimé? Alors, les premiers projets, c'est sur la première mandature de Bertrand Delanoë, donc entre 2001 et 2006, 2001-2008, donc c'est sur 2000, ouais, aux alentours de 2006. Mais il y avait à l'époque, souvenons-nous, il y avait, c'est vrai que pour l'avoir fréquenté avec des poussettes, c'était jusqu'à catastrophique parce qu'on croisait pas sur les trottoirs. Donc c'était. Mais si vous voulez, au départ, donc c'était un projet d'élargissement de la rue, des trottoirs, et donc effectivement la suppression du stationnement. On gardait que des livraisons parce qu'il y a une activité commerciale, et donc on avait une amélioration des dessertes piétons. Le passage en zone de rencontre, j'ai pas la date exacte, mais si vous voulez, c'est même pas que ça, c'est la manière dont les choses se sont faites. Je veux dire, la plupart des gens qui sont ici et qui ont des permis d'une certaine antériorité, on n'a pas appris la zone de rencontre. Moi, le premier. Hein. Mais moi, ce que je pense, c'est que la première partie, à mon avis, en zone de rencontre de cette rue, c'est pas forcément quelque chose qui me paraît très crédible. Pas sûr que la première partie de la rue aussi. Ouais. Ouais, mais quand même, aujourd'hui, il faut dépasser un peu tout ça aussi. Hein. Il faut aussi responsabiliser aussi les gens qui sont sur le trottoir. On veut toujours tout et tout. Alors, je suis d'accord pour la sécurité et tout, mais franchement, moi, je préfère privilégier le passage obligatoire au passage protégé. Là où il n'y a pas. Parce qu'il y a des gens qui traversent dans le carrefour, qui traversent partout. Mais c'est mortel. Moi, l'autre jour, j'ai vu une dame âgée là, dans cette rue, là, à l'intersection. Je sortais justement de la mairie, c'était mercredi. Et cette dame là-bas, là, je la connais bien, je la suivais. Mais à un moment donné, j'ai vu une autre dame qui la suivait aussi, traverser en plein carrefour, en travers. Mais comment voulez-vous? Arrive une voiture. Alors, il est arrivé justement un scooter. Oui, la rue du Commerce. Mais non, mais attendez, alors, moi je trouve que c'est dangereux, quoi. Il faut aussi que les gens soient responsabilisés un petit peu. Enfin, on ne traverse pas, d'accord, c'est une zone de rencontre, mais bon... La zone de rencontre, oui. Mais le jour où vous êtes renversé par un automobiliste, ou bien par un scooter, ou bien par une moto, ou bien allez pleurer après. Allez dire, mais c'est une rue, c'est une zone de rencontre. On va passer la parole à la dame qui est là-bas, qui réclame la dame parole. au fond, et puis devant après. Oui, bonsoir. Je voulais simplement dire que la piétonisation de la rue du Commerce, c'est quelque chose un petit peu... Oui, c'est quelque chose qui dure depuis, c'est un peu le serpent de mer du 15e, hein, depuis 1992 exactement. Donc c'est très intéressant de garder les coupures, que j'ai gardées d'ailleurs. Et vous voyez, en 2001, on disait aussi, on reparle de rendre la rue du Commerce piétonne. Donc c'est quelque chose qui est régulier. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait une opposition très forte des commerçants, il ne faut pas le nier. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que finalement, ça apportait d'élargir un peu le trottoir. Finalement, c'était pas mal parce qu'on pouvait mettre une table de plus, on pouvait mettre des portants de plus. Oui. Et finalement, ils ne se plaignent pas. Simplement, c'est au détriment du piéton. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand ça a été réménagé en 2004, il y a eu un questionnaire de la mairie de Paris qui s'appelait « Respirer, c'est capital », participer à l'aménagement de la rue du Commerce, et sur un questionnaire de 4069 réponses, la première question était « Quels sont pour vous les objectifs prioritaires pour l'aménagement de la rue du Commerce ?» Et limiter la vitesse des véhicules était la priorité. 1577, très important, 1385, important. Donc la limitation de la vitesse des véhicules rue du Commerce était le premier souci des riverains. La deuxième était réduire la circulation automobile. Pareil, 1420 et 1144. La troisième était améliorer les déplacements des piétons sur les trottoirs. 2200, 1168. On est en 2019 et on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes problèmes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Non, on n'a pas les mêmes problèmes parce que la vitesse a sérieusement baissé en ce qui concerne notamment les 4 roues. Non. Souvenons-nous, avant, il n'y avait absolument pas d'obstacle, il n'y avait rien. Enfin bref, on prenait la rue du Commerce, on la traversait, point.
Voilà. Donc les vitesses automobiles. Non. Sur Ça a non, évolué c'est pas depuis, pareil. quand même. Sur certains deux roues motorisées, non. Alors sur la vitesse, là, la vitesse, sensation de vitesse, ça c'est aussi c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne. Je veux bien qu'il y ait des tarés, des dégénérés, vous les appelez comme vous voulez, il y en aura toujours. Maintenant, la grande majorité des gens qui circulent dans la rue du Commerce roulent à des vitesses très faibles. Alors à ce moment-là, pourquoi pas, ça va être le juge de paix, pourquoi on ne met pas les radars? Toujours la même chose, hein, on revient toujours au même point. Ne me lancez pas sur le sujet parce qu'on en a jusqu'à 18h pas du tout. demain matin. Juste une question on peut aller pratique. on peut aller très loin sur les radars. D'accord, je sais. On Une connaît question bien le pratique. sujet. Pourquoi dans certains quartiers, on voit bien affiché sur la rue 20 km/h et c'est répété plusieurs fois? Là, c'est un petit panneau au début. Franchement, il ne faut pas le louper, hein, le panneau 20 km/h. Donc, oui, mais on pourrait le mettre un peu plus visible quand même. Je peux demander à la voirie, qu'on le mette. Voilà. Alors, moi, je vais quand même juste rappeler une chose. Je suis pas non plus très favorable à ce type de marquage tant que la ville de Paris n'utilisera pas une peinture antidérapante. Parce que vos vins là qui sont énormes là, comme les passages piétons, quand il pleut, quand ça mouille un peu, essayez donc. Alors déjà, vous glissez en tant que piéton, mais si vous avez les vélos et que vous mettez un coup de frein parce qu'un piéton vous passe devant, ça glisse aussi. Donc le problème de ces peintures antidérapantes, c'est qu'aussi elles ont un coût bien plus élevé que les autres. Et avant de faire les vins, madame, franchement, avant de faire les vins, j'aimerais bien que la ville de Paris me refasse l'intégralité de tous les passages piétons de l'arrondissement qui sont pour une grande partie effacés. Alors, je veux bien faire pour la rue du Commerce, mais avant la rue du Commerce, j'ai aussi un certain nombre de priorités. Et en matière de sécurité routière, actuellement, il me manque 4 passages piétons qui n'ont pas été refaits rue de la Croix-d'Hiver, qui, elle, est en double sens et qui pose beaucoup plus de problèmes. Donc, je suis d'accord. Et justement, parce que non, pas supprimés, ils ont été retirés à cause des travaux, ils n'ont pas été remis. Oui, pour refaire justement, vous parlez des passages piétons, ce serait bien d'avoir à Beigrout, Croix-Niver, que vous fassiez une oreille avec un abaissement de trottoir. Ça, c'est une parenthèse, mais comme vous en parliez, je vous dis, oreille avec ça fait plus de 15 ans, ça a été demandé, hein, celui-là. Vous le voyez très bien, c'est à Beigrout. Oui, mais c'est une question de coût, madame. Oui, que la ville de Paris me donne 5 milliards d'euros, je vous fais tout ce que vous voulez. Mais bon, c'était une parenthèse, donc pas on de vient problème. sur la rue du Commerce. Est-ce que vous savez combien la voirie du 15e a en budget d'investissement pour l'année 2019 ? 137 000 euros. 137 000 euros, ça a été dit par Madame Latournerie dans un autre conseil de quartier où j'étais aussi présent lundi. 137 000 euros de budget d'investissement. Oui, simplement les abaissements de trottoir, vous savez très bien, il y a la loi du 11 février 2005, handicap, on est obligé de le faire. Hein. Donc ça, faut donner, vous pouvez me sortir toutes les lois que vous voulez, s'il n'y a pas les sous qui vont derrière, ça ne marchera pas. Au niveau de la voirie, le conseil de quartier ici est vraiment très à cheval sur la voirie. Hein. Moi particulièrement, nous avons demandé des travaux depuis des années qui ne sont pas faits. Alors, miracle, peut-être à force de demander, on a réussi à avoir un trou d'arbre qui se trouve avenue Émile Zola qui a été bouché cette semaine. Donc c'est un miracle, mais ça fait des années qu'on demande des aménagements et de l'entretien au niveau de la voirie. Donc c'est vraiment un gros problème. Je voulais savoir, oui. Est-ce qu'on ne peut pas rendre la rue piétonne plus souvent qu'une fois par mois? Alors déjà, c'est une expérimentation. En alternant une partie, à tour de rôle, faire une partie et après la deuxième partie, est-ce que c'est déjà pas pour l'instant, faisable? c'est une expérimentation, mais apparemment... Est-ce qu'on pourrait la proposer dans Paris Respire, par exemple? Mais c'est dans Paris Respire déjà, de toute façon. Et on a décidé de faire toute la rue parce que, justement, comme ça, on ne choisissait pas. Et de 13h à 18h, c'est une question de financement ici et d'hommes sur le terrain. Et ça sera une fois par semaine. Et pour l'instant, c'est juste une expérimentation le samedi. Une fois par semaine, une fois par mois. Pardon. Ouais, une fois par semaine, non. Une fois par mois. Prenez un micro, s'il vous plaît, chacun à votre tour. Oui, madame, je vous écoute. Oui, excusez-moi, je vais faire 2 remarques qui sont un petit peu liées. Si vraiment c'est dans l'intérêt des familles et pas de celui des commerçants, pourquoi cette décision a-t-elle été prise sur le samedi après-midi et non sur le dimanche après-midi? Ensuite, l'autre remarque, elle concerne les habitants de la place du Commerce côté impair, qui sont obligés de passer par la rue du Commerce pour pouvoir rentrer chez eux, recevoir leur famille, avoir les livraisons, les entrepreneurs. Et bon, ça serait un moindre mal peut-être si c'était le dimanche après-midi. C'est une suggestion, c'est une remarque. Alors, je vais laisser répondre le président des commerçants de la rue du Commerce, mais on trouvait que c'était plus agréable de faire que tous les commerçants soient ouverts pour que ça soit piéton. Voilà. Et l'autre question, c'était sur quoi? Sur le passage? De toute façon, vous avez le droit de passer puisque vous êtes riveraine. Nous, personnellement, avec notre carte d'identité. Oui. Mais nos enfants,
Les livreurs. Les livreurs le matin, ça commence à 13h. Les livraisons peuvent se faire le matin, puisque ça se ferme jusqu'à 13h. Est-ce qu'on peut accéder à si on prend l'initiative de passer à contre-courant à partir de la rue... Ouais, t'as compris non. On se met en infraction. Ouais. Vous le faites à vos risques et périls. Hein. Vous le faites à vos risques et périls. Si vous avez des agents en face, je rappelle que le sens interdit, c'est 90 € et 2 points en moins sur votre permis. Non, je demande... Mais non, c'est impossible. Oui, je suis d'accord que c'est un sens unique. Cependant, quand vous avez le café du commerce qui met ses tables et qui bouche l'accès à la place du commerce, comment vous faites pour rentrer chez vous? C'est le gros problème. Et moi, personnellement, j'ai failli me faire taper dessus et je me suis fait déjà insulter plusieurs fois par les gens du café. Et c'était un jour particulier ou c'est tout le temps? C'était un jour particulier, non? Je ne sais pas, mais quand ils mettent C'était un jour particulier parce que normalement ils dépassent pas. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des plaintes sur ce. Je pense que vous parlez d'un jour particulier où il y avait une braderie ou un truc comme ça, ou la fête de la musique. Nous on évite au maximum. Mais sans ça, ils dépassent pas parce que j'y suis assez souvent et ils dépassent pas. Cette terrasse dépasse pas. Maintenant ils ont l'air de respecter un peu plus. Oui, ils respectent. Bon, vous parliez sécurité au niveau des voitures qui roulent vite dans la rue du commerce. Moi, quand je la prends, c'est à pied. En règle générale, et je peux vous dire qu'elle est très dangereuse par les vélos en contresens, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, les gens qui roulent en trottinette, en vélo, en moto, etc., sur les trottoirs. Donc ça, c'est bien plus dangereux que toutes les voitures que l'on voit et qui nous voient plus aisément. Alors sur les trottinettes, vous avez peut-être eu l'information, mais maintenant, donc enfin la ville de Paris, la maire de Paris a pris la décision de verbalisation par un arrêté de 135 € sur la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs. Apparemment, là ce soir, elle vient d'indiquer qu'elle va prendre un arrêté avec le préfet pour interdire le stationnement des trottinettes sur les trottoirs, et ils devront prendre du stationnement sur les places de stationnement, et que toutes les autres... Alors actuellement, je peux vous assurer qu'il y a déjà pas mal de verbalisation et d'enlèvement des trottinettes qui sont mal garées sur le trottoir, et ce qui coûte très cher effectivement aux opérateurs. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est tout le problème de responsabilité individuelle. La première cause d'insécurité routière, c'est l'irresponsabilité, qu'il soit en 4 roues, en 2 roues, moteur ou pas de moteur. Voilà, je veux dire, des gens qui font n'importe quoi et qui roulent vite sur un trottoir alors qu'ils n'ont pas à y être. Mais on ne peut pas malheureusement avoir un policier derrière chaque citoyen. On ne peut pas, au moment où vous me dites tout ce que vous me dites, moi aussi je le vois. Et on aimerait effectivement avoir une patrouille de police, mais pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que ça devient complètement dingue. Je dirais, cette trottinette électrique, je rappelle une chose, il y a 20 ans, il y avait déjà des trottinettes. Des trottinettes, il y en avait même déjà au début du XXe siècle. Mais elles n'étaient pas électriques. Effectivement, on avait des gens qui allaient travailler en trottinette et ils roulaient sur les trottoirs et on n'avait pas ces conflits-là et ils poussaient avec leur... On a tous... moi, j'ai eu des enfants, ils ont eu des trottinettes sur les trottoirs, mais on faisait attention, etc. Là, le problème, c'est que on a des gens qui accélèrent, qui vont à des vitesses qui, là, sont bien au-delà de ce qu'ils devraient être sur des trottoirs par rapport à des piétons, et avec la dangerosité des piétons, qui ne regardent rien. Bien souvent, et en plus, ils ont un casque sur les oreilles, ce qui fait qu'ils n'entendent rien. Et là, vous êtes effectivement touché. Vous savez, moi, j'ai failli être percuté en sortant de ma rue à pied, non pas par une trottinette, parce qu'il y a aussi, vous savez, la roue, les gens, ils sont sur la roue, là, ils ont le corps en avant, etc. Bon, de toute façon, il va falloir vivre avec ça. Il faut juste maintenant qu'on le régule. C'est tout. Mais il faut dire que, je sais pas, demain, il y aura peut-être un tapis volant, peut-être qu'Aladin sera là, j'en sais rien, mais bon... Voilà, ça va être les évolutions. Moi, juste une petite remarque. Ces fameuses trottinettes sont stationnées n'importe où, en particulier sur l'avenue Émile Zola. Il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé à Valérie. J'ai comptabilisé 40 trottinettes qui étaient installées le long de l'avenue Émile Zola, entre la rue du Théâtre et la rue du Commerce. Donc c'est un petit peu abusif, il y en a partout. Comment est-ce qu'on peut faire pour les faire enlever, ces trottinettes? Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il faut aller sur Internet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a l'appli Paris dans ma rue de stationnement gênant, et vous avez soit vous voulez la faire verbaliser, enlever, vous prenez Paris dans ma rue, et en plus, donc vous prenez une photo, et vous prenez le code barre. Toutes les trottinettes ont un code barre sur le côté. Comme ça, parce que vous joignez la photo, hop. Je vais prendre 40 photos. Non, parce que sur ce que vous m'annoncez, vous prenez une photo globale des 40 trottinettes
Et puis ça suffira largement, parce que là, il y en a effectivement beaucoup. Il y a de plus en plus de verbalisation et donc d'enlèvement. Ils vont les chercher. Alors, ils payent moins cher que pour les voitures en fourrière. Ils payent 35 € par trottinette, mais c'est 35 € le PV, 55 € la fourrière. Mais ça commence à faire cher sur 40 trottinettes. Là, voilà. Ça, c'est la première des choses. Après, sur les trottinettes vertes de la société Lime, ils ont une adresse mail qui est sur la trottinette, où vous pouvez vous épancher et leur dire ce que vous pensez. Voilà. À défaut, nous avons aussi un contact, puisque c'est les seuls opérateurs que nous avons reçus qui ont demandé audience au maire du 15e, Philippe Boujon, et on les a reçus pour essayer de discuter avec eux et leur expliquer tout le mal qu'on pensait de leur mauvaise gestion, non pas de la trottinette électrique, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, il faut vivre avec, mais de la mauvaise gestion qu'ils ont. Ils m'ont expliqué qu'effectivement, normalement, 40 trottinettes, ça ne doit pas se faire. Oui. Et moi j'ai eu une question aussi de monsieur qui est devant. La rue Tournus, en fait, c'est au sujet de la salle de sport qui se trouve rue du Théâtre. Cette rue Tournus, elle n'est pas dans le bon sens. Les commerçants ont demandé à ce que le sens de cette rue soit changé, c'est-à-dire qu'on puisse y accéder de l'autre côté, parce que là les vélos, les motos qui vont à la salle de sport apparemment prennent cette rue à contresens et surtout reprennent la rue du Théâtre en sens interdit pour aller se garer devant la salle de sport. Et d'ailleurs ils se garent n'importe comment, il y a des vélos, des motos, enfin il y en a partout. Donc est-ce qu'on a des moyens pour faire... Il y a deux choses. C'est le matin et le soir, le feu rouge de la rue du Théâtre avec l'avenue Émile Zola dure un certain temps. Les gens ont difficulté à remonter sur l'avenue Émile Zola. Donc ce qu'ils font, ils prennent la rue de Tournus en sens inverse. Enfin, tout véhicule, 4 roues, 2 roues et tout. Donc dans le sens inverse du sens interdit. Et par contre, ce qui se passe aussi, c'est de l'autre côté, maintenant les motos qui vont à la salle de gymnastique, ils prennent la rue Tournus, j'irai dans le bon sens, aujourd'hui il est dans le sens là, et ce qu'ils font, de la rue Tournus jusqu'à la salle de gymnastique, 50 mètres à peu près, toutes les motos en contresens, soit sur la route, alors ce qui est le plus sur les trottoirs. Moi, ça m'est arrivé comme monsieur, un jour, une moto en face de moi, je lui disais quand même pas gonflé, il m'a dit, la seule chose qu'il m'a dit, je te pète la gueule. Voilà. Donc, la réaction est tout. Donc, je pense qu'une solution, c'est de mettre la rue Tournus dans l'autre sens. C'est la salle de sport. Alors, elle est à quelle hauteur La rue de Tournus, c'est une petite rue qui fait... Non, mais je vois très bien. C'est celle-là qu'il faut changer, la salle de gymnastique, c'est l'ancien théâtre du parking. Bah écoutez, si vous me donnez une tranche horaire précise, vous savez, je connais qu'un moyen, on met une équipe. Le matin, ils ouvrent à 8h, donc à 8h du matin, entre 8h et 9h, vous allez voir des motos. Moi, le hasard, c'est que j'habite au 6e, juste au-dessus, je les vois. Donc les motos prennent la rue du Théâtre en contresens en prenant la rue Tournus ? Oui, c'est ça. Ils font donc d'Émile Zola... De la rue Tournus jusqu'à la salle de gymnastique, carrément sur les trottoirs, parce qu'il y a trop de véhicules dans la rue, donc ça les gêne, ils ne peuvent pas passer en contresens, et voilà. On peut, sur une petite rue comme ça, on peut. Alors, je peux toujours demander à la voirie. C'est compliqué de changer un sens de rue, parce que tout est imbriqué. C'est comme vous dites que le feu, il est long effectivement de Théâtre pour aller sur Émile Zola, sauf que en matière de trafic, le trafic Émile Zola étant plus intense que le trafic de Théâtre, c'est ce qui amène les temporisations des feux. Non, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui prennent donc le sens interdit pour remonter l'avenue Émile Zola direction rue de Frémicourt. Mais on avait fait une demande il y a 2-3 ans à la voirie, ils n'ont pas voulu changer le sens. Je crois qu'ils parce que moi je travaille sur le dossier de la rue Ollier depuis des années, et là il y a une vraie nuisance, parce qu'en plus les gens remontent on a un danger sur Vaugirard, et il y a beaucoup de bruit puisque comme c'est encore en pavé, quand ça remonte et on a un gros souci et là ça bloque, ça coince parce que le changement que s'ils mettaient éventuellement un contact pour savoir le nombre de véhicules qui passent sinon il y a une herse, il y a le coup de la herse, on met une herse, c'est pas mal ça. Je pense aussi. On va dire c'est que en réalité il y a peut-être 10 véhicules par jour qui l'utilisent, c'est tout. Non mais vous savez, une herse qui se prend dans le bon sens. Si vous êtes dans le mauvais sens, vous avez les pics en face de vous. Oui, moi un col 45 de mon 6e. N'allons pas jusque là. Je pense que là on va s'arrêter là. Il est 9h, donc
on doit rendre la salle. Bon, alors une dernière question, les deux dernières questions, voilà, parce que. Oui, alors excusez-moi parce que moi je vais faire très vite, mais Valérie est au courant. Je sais que c'est pas à l'ordre du jour, mais je voudrais quand même en quelques mots, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se sentent concernées, mais sur le niveau d'insécurité que la place du commerce aujourd'hui a atteint depuis quelques mois, avec des bandes de jeunes qui sont omniprésents de jour comme de nuit, qui menacent verbalement et en geste pas mal de riverains, qui font des dégradations et qui nous font passer des nuits blanches. Beaucoup de personnes ont peur la nuit, ont peur le jour. C'est devenu absolument insupportable. Ils sont dans une zone de non-droit. Ils sont en train de faire de ce quartier, c'est-à-dire la place du commerce et de ces rues adjacentes, c'est-à-dire passage des entrepreneurs et passage des écoliers, leur territoire. Et c'est à nous de nous écraser. Et je confirme ce que dit. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous voulez ne pas couper la parole? Allez-y, terminez. Non, mais profitez. Qu'on soit ici parce que ça faisait pas partie de l'ordre du jour. Mais on vous donnera la parole quand ce sera votre tour. La vie des gens de la place du commerce aujourd'hui est devenue un enfer. Alors, j'attends que Valérie, du coup, me donne l'autorisation de parler. Oui, parce qu'on ne coupe pas la parole aux gens en général, oui, c'est quand même plus poli. Donc maintenant, vous pouvez prendre la parole, je vous écoute. Alors, en l'occurrence, donc c'était terminé. Donc, c'est pour dire que j'appuie à 200% ce que dit la dame, étant donné que j'ai moi-même pris en chasse des bandes de voyous, avec l'aide d'un parent d'élève de l'école dans laquelle nous sommes ici. Ces voyous-là avaient pris des pavés qu'ils avaient trouvés au Sephora qui était en cours de travaux à l'époque. Et ils les avaient dans les poches et ils avaient un guetteur. Et quand ils ont vu que je les surveillais, etc., parce que je surveille beaucoup le quartier, alors ça peut m'être reproché parce que ça fait policier, mais c'est comme ça, je surveille, je veux que les gens soient en sécurité dans mon quartier, et je ferai ce qu'il faut pour ça. Et ces bandes de voyous, je les ai déjà vus à l'œuvre, ce monsieur m'a confirmé aussi les avoir vus à l'œuvre, ils avaient des pavés dans les poches, et quand on les a... quand ils m'ont vu appeler la police, ils sont partis par le métro et ont pris la fuite. Voilà. Donc je confirme ce que dit madame, c'est sans arrêt qu'il y a des squatteurs qui fument, mais eux, c'est pas les plus dangereux. Mais ils sont jusqu'à 15 ou 20. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont commencé à mettre le feu au rebord de fenêtre du magasin d'optique. Bon. Madame, ce que je vous propose, pour pas aller plus long, on se voit juste après 2 minutes, comme ça on échangera. Parce que je suis intervenue. En fait, madame, vous m'avez interpellé, donc je vous ai répondu. On a donc saisi le commissariat qui va passer plus régulièrement et surtout on organise une réunion avec les riverains et le commissaire sur place, place du commerce. Donc effectivement, nous sommes en lien et effectivement, c'est une situation qui est assez inquiétante et c'est vrai que cette bande est assez nuisible pour le quartier. Donc on vous a entendu et on a réagi le plus vite possible. C'est-à-dire dans la journée, le commissariat et la réunion est montée tout de suite. Donc monsieur le maire est très au fait de cette situation et aussi préoccupé pour ses riverains. Voilà. Allez, la toute dernière et puis on nous clôt. suivons le dossier. Oui, simplement pour dire que M. Zanéa a bien confirmé qu'en fait, maintenant, il y aurait les animations, les braderies se feront uniquement de 13h à 18h les jours où ce sera fermé. Il n'y aura plus du tout les braderies qui seront comme ça, non bouchées, la rue non bouchée, ce qui fait qu'on ne peut plus du tout aller sur le trottoir, les fauteuils roulants non plus. Donc, désolé, là, je comprends pas du tout ce que vous dites là. Mais parce que jusqu'à maintenant, quand il y avait des braderies, la rue n'était pas fermée. Le problème, c'est que nous étions en train de parler de la sécurité de la place du commerce et j'aimerais bien que Jean-Yves Pinet finisse ce qu'il voulait dire et après on vous donnera la parole si vous voulez revenir sur la piétonisation. Non mais je croyais que c'était sur ce sujet-là, c'est pour ça. Effectivement, oui, je confirme que des réunions vont être faites. Je pense que les lascars qui étaient là quand je suis arrivé, ce doivent être les mêmes dont vous me parlez. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie d'être venu et les ralentisseurs, est-ce qu'on a une chance on est obligé de finir, madame. On doit rendre l'école, c'est à 9h qu'on doit terminer. Je suis désolé, madame.